Bonjour à tous. D'abord, je vous remercie de votre ponctualité. C'est assez rare d'avoir un colloque où à la fois les gens sont tous encore là à 4 heures l'après-midi et lorsqu'on leur demande de revenir dans la salle, reviennent effectivement dans la salle. Donc c'est la preuve de votre intérêt, bien sûr, mais peut-être aussi du choix des intervenants, puisque vous avez beaucoup de chance. Nous allons avoir un panel de 3 personnes. Je ne me mets pas dans le panel, même si ça serait tentant, mais 3 personnes qui ont eu chacune à leur manière une diversité, une profondeur d'expérience dans le domaine de la dissuasion nucléaire qui fait de ce panel, à mon avis, quelque chose de tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que nous commencerons bien sûr, Monsieur le Ministre Jean-Pierre Chevènement, que je remercie une nouvelle fois d'avoir accepté d'intervenir ici, qui apportera bien sûr son expérience d'homme politique, de ministre, de député, de sénateur, de président de club de réflexion et bien sûr, je dirais de manière plus générale, de grands témoins de notre temps. Donc nous sommes extrêmement honorés que vous ayez accepté notre invitation. Je donnerai la parole ensuite à l'amiral Charles-Édouard de Coriolis, que peut-être certains d'entre vous connaissent moins bien que Jean-Pierre Chevènement, parce qu'il est peut-être moins médiatique, mais je peux vous dire, le connaissant depuis longtemps, l'amiral de Coriolis apporte lui aussi à ce débat une combinaison, une somme d'expériences tout à fait exceptionnelle, puisqu'il était à la fois commandant de SNLE, officier à l'état-major particulier du président de la République, donc au cœur du réacteur, si j'ose dire, dans le domaine nucléaire, et qu'il a également commandé la force océanique stratégique. Il a eu encore jusqu'à très récemment des expériences internationales tout à fait passionnantes et intéressantes dans ce domaine. Donc là encore, un témoin particulièrement précieux pour nous. Et enfin, qui ne pratique pas la politique de la chaise vide, mais qui pratique parfois la politique du retard pour de bonnes raisons, pour d'excellentes raisons dues à ses fonctions, Jean-Claude Mallet, qui est conseiller spécial du ministre des Affaires étrangères, après avoir été conseiller spécial du ministre de la Défense, c'était la même personne des deux côtés, et qui est, je vais le dire comme ça, il ne pourra pas rougir puisqu'il n'est pas encore là, et qui est à mon avis probablement, et sous réserve de vérification, la personne qui a assuré le plus de continuité dans l'appareil d'État sur les affaires de dissuasion nucléaire depuis 1991. Et après tout, il y a très peu de personnes qui, à peu près sans interruption, alors je suis certain qu'au CEA et dans les armées, il y a peut-être d'autres personnes qui ont été, et surtout au CEA d'ailleurs, qui ont aussi assuré cette continuité, mais je dirais qu'au niveau de la décision politique, Jean-Claude, qui est à la fois un collègue et un ami, est probablement celui qui a eu l'expérience la plus continue dans ces domaines et qui a touché de manière particulièrement proche. Voilà. Donc, j'allais dire sans plus attendre, mais on va attendre encore un petit peu parce que même si j'ai renoncé à la demande de faire une intervention liminaire un petit peu longue comme on me l'avait proposé, pourquoi ? Parce que je souhaite que nous ayons le plus de temps possible pour le débat. Je pense qu'il y aura davantage de questions sur les aspects contemporains et politiques de la dissuasion que ça n'a été le cas sur les questions purement historiques. Et donc, je souhaite qu'on ait un temps assez long pour vos questions et vos réponses, même si nous terminerons à l'heure pour des raisons tenant aux emplois du temps des uns et des autres. Quelques mots tout de même pour commencer, même si je ne fais pas d'intervention liminaire à proprement parler. J'ai envie de dire, et sans provocation aucune, qu'il me semble que la dissuasion nucléaire a rarement été aussi légitime, à la fois vis-à-vis de nos alliances et du point de vue des menaces potentielles. Lorsqu'on dit que c'est un instrument de liberté d'action, à la fois vis-à-vis des alliés et des adversaires, c'est encore plus vrai aujourd'hui que ça a été le cas peut-être il y a une vingtaine d'années. Du côté des menaces, nous avons la montée en puissance de ce que j'appelle parfois une sorte de nouveau nationalisme nucléaire. Et dans ce contexte d'ailleurs, le traité d'interdiction des armements nucléaires qui a été récemment conclu m'apparaît être une sorte de pacte brillant Kellogg du XXIe siècle. C'est dire à quel point je suis dubitatif devant son efficacité. Du côté des alliances, nous avons depuis longtemps, entre Européens, des doutes. Ce n'est pas le cas chez tous les Européens, et Charles-Édouard de Coriolis, qui connaît bien Bruxelles, nous en parlera peut-être, mais en tout cas, pour des raisons différentes, à la fois sous Obama et sous Trump, on a renoué en Europe avec les doutes que l'on pouvait avoir sur la pérennité de l'engagement de sécurité américain en Europe. Or,
pour la France, le nucléaire, ça a toujours été, peut-être pas d'abord et avant tout, mais en tout cas aussi, et peut-être même d'abord, l'instrument de notre indépendance stratégique vis-à-vis de Washington. C'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui n'a pas toujours été peut-être bien expliqué ces dernières années, mais je crois qu'on peut le dire ici, en tout cas moi je peux me permettre de le dire, c'est que c'est d'abord et avant tout la liberté d'action vis-à-vis des États-Unis. Je me suis d'ailleurs posé la question il y a quelques années de manière un peu rhétorique, de savoir si la France, je n'ai pas de réponse à cette question en disant que c'est une hypothèse de travail, est-ce que la France aurait pris la tête de l'opposition active, je dis bien pris la tête de l'opposition active, à la guerre en Irak en 2003, si elle s'était sentie dépendante stratégiquement des États-Unis. C'est une question que je pose, je n'ai toujours pas la réponse. Je précise que j'ai testé cette hypothèse avec certains des tout principaux intéressés, mais que ça, par définition, ça reste une hypothèse parce que la dissuasion, l'indépendance stratégique, c'est aussi dans la tête que ça se passe, dans la tête du chef de l'État. C'est quelque chose de fondamental, mais qui ne peut pas forcément se démontrer. Il y a un autre élément de contexte qui, à mon avis, rend la dissuasion nucléaire peut-être encore plus légitime que ce n'était le cas il y a une vingtaine d'années, c'est le contexte européen. Nos amis, nos alliés britanniques ont confirmé leur engagement à pérenniser leur propre dissuasion nucléaire, mais vu la séquence très complexe qui s'annonce avec le Brexit, la probable crise budgétaire qui s'en suivra, et peut-être encore des répercussions politiques du côté de l'Écosse, je ne suis pas sûr que l'on puisse dire que la pérennité de la dissuasion britannique est aussi assurée qu'elle ne l'est du côté français. Et en tout état de cause, si le processus de Brexit va jusqu'à son terme, ce qui après tout reste aujourd'hui probable à 85-90%, je dirais, pas plus, la France sera, dans tous les cas de figure, la seule puissance nucléaire de l'Union européenne. Et je constate que finalement, ce cœur du consensus français, il est réel et surtout, il a subi le renouvellement des générations. D'abord, un premier renouvellement des générations avec l'arrivée au pouvoir de la génération post-1945, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et puis même aujourd'hui, avec le chef de l'État actuel, Emmanuel Macron, un nouveau saut de génération. Et l'on constate, c'est un élément à mon avis qui conforte encore un peu plus le consensus français, on constate que Emmanuel Macron, même avant son élection en tant que candidat, avait pleinement endossé cet héritage et, à ma connaissance en tout cas, n'a jamais envisagé de le remettre en cause. Il n'empêche que, et j'en terminerai par là, il n'empêche que des questions sont légitimes, et j'espère que vous en aurez, parce que nous sommes là aussi pour débattre. Il y a des questions sur l'avenir de la dissuasion française. Il y a une question classique qui revient régulièrement, mais qui est peut-être avec davantage d'acuité aujourd'hui, c'est la question de la pérennité, la soutenabilité de l'effort budgétaire qui sera nécessaire pour la prochaine génération de moyens. Il y a bien sûr des questions sur la dimension que je viens d'évoquer, qui est la dimension européenne. Peut-on, faut-il, est-il opportun ou non d'affirmer plus clairement, dans le contexte que je viens de décrire, la vocation européenne, si elle en a une, de la dissuasion française ? Sujet sur lequel j'ai constaté que les présidents successifs étaient souvent assez prudents, assez timides, en tout cas n'ont jamais souhaité, et après tout c'est leur responsabilité, puisque c'est eux qui ont l'autorité d'emploi, n'ont jamais souhaité aller très loin dans ce domaine-là. Mais je crois que c'est une question qui mérite encore réflexion. Et peut-être encore, et peut-être, cher Éric Danon, peut-être des questions sur la doctrine. L'ambassadeur Éric Danon disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu beaucoup de débats au regard de ce qui s'était passé aux États-Unis sur les questions de doctrine. Je ne suis pas sûr qu'il ait tout à fait raison. En tout cas, c'est un puits de science dans ce domaine, donc je me dis qu'il a peut-être oublié l'ampleur des débats dans les années 70, dans les années 80, sur des questions centrales, comme le fameux ultime avertissement, c'était le point nodal de la doctrine. Peut-être avait-il oublié, mais c'était un oubli passager, qu'au début des années 90, il y avait quand même beaucoup de voix au Parlement français qui disent qu'il faut faire évoluer notre doctrine face aux pays qu'on appelait à l'époque proliférants. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de débat de doctrine, mais surtout, cher Éric, je crois que le point le plus important, c'est quand tu fais la comparaison avec les États-Unis, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, structurellement, nous ne pouvons pas avoir en France les mêmes débats doctrinaux qu'un pays comme les États-Unis. Pour de nombreuses raisons. D'abord parce que nous avons les débats doctrinaux d'une puissance moyenne et non pas d'une puissance majeure. Peut-être une grande puissance, mais en tout cas pas une puissance majeure. Et quand on regarde par exemple les débats doctrinaux en Grande-Bretagne, ils ont été bien moins importants
au cours de ces 50 dernières années, qui n'ont été bien moins vivants, ou encore moins vivants peut-être, que ça a été le cas en France. Et puis surtout, énorme différence avec les États-Unis. On ne peut pas avoir les mêmes débats doctrinaux lorsqu'on est un pays comme la France, qui était jusqu'à très récemment axé sur un seul scénario, engagé sur un théâtre principal, qui était le théâtre du Centre-Europe, et après tout, la dissuasion, dans son aspect opérationnel, s'adressait d'abord et avant tout, de manière quasi exclusive, à ce théâtre, alors qu'aux États-Unis, on a bien sûr des engagements multiples, des responsabilités différentes, et donc on a forcément des débats différents. Voilà, en tout cas, je dis ça non pas pour fermer le débat, mais pour l'ouvrir encore un petit peu plus. Mais en attendant cette séance de questions-réponses, je vous donne, Monsieur le Ministre, la parole tout de suite, et en vous remerciant une nouvelle fois d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, que je salue à travers vos fonctions et qualités que je ne vais pas énumérer, Messieurs les officiers, je me réjouis que la Fondation pour la recherche stratégique et le CEA, avec l'appui de toutes les fondations et organisations que vous connaissez, puisque vous les voyez en principe affichés au tableau, ils n'y sont plus, mais vous les avez à l'esprit. Je me réjouis que vous ayez entrepris cette réflexion sur résistance et dissuasion. Je crois qu'elle est tout à fait fondamentale pour la pérennité de la dissuasion elle-même. Car, de toute évidence, il y a un lien très étroit depuis l'origine. Pour les peuples, la guerre est toujours le moment de la vérité. Elle se gagne et se perd de longtemps à l'avance, en fonction des doctrines stratégiques, de l'effort consenti pour faire face aux menaces, de la qualité des hommes, de l'adéquation des systèmes d'armes, et plus que tout, du vouloir vivre national. Si j'insiste sur ce point, qui est d'ailleurs dans l'intitulé de ce colloque, c'est qu'il ne peut pas y avoir de bonne défense pour un peuple qui se défait. Le patriotisme n'est pas seulement le ressort de l'esprit de sacrifice qu'on attend des soldats, il est l'ultime garantie que la France saura surmonter demain les épreuves qui sont sur sa route, comme il a permis hier à une petite élite exemplaire d'incarner la France libre et de maintenir la République française au rang des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, ce qui n'allait pas de soi après l'effondrement de 1940. C'était aussi par patriotisme qu'une élite scientifique, appuyée sur la volonté du général de Gaulle et de ses successeurs, a su tirer de cet effondrement de 1940, sans précédent dans notre histoire, l'ambition et la capacité de doter la France de l'arme nucléaire, ultime garantie de sa souveraineté, sans cesser jamais de l'adapter au contexte stratégique. La dissuasion aura été ainsi forgée par l'effort de tous ceux qui avaient ressenti la brûlure de 1940. C'est une génération à laquelle j'appartiens encore, puisque je me souviens de mon village occupé et je me souviens, bien entendu, de mon père prisonnier et des jours de la libération. C'est le souvenir du grand effondrement de notre pays qui a permis qu'émerge la volonté qu'il se dote d'un outil militaire lui permettant de ne jamais plus connaître la honte de la capitulation, ourdie par ce que Marc Bloch appelait les nouveaux Bazaines. Mais je ne vais pas vous faire une théorie sur ce sujet. Jamais plus 1940, je crois que c'est M. Godefrin qui nous l'a rappelé tout à l'heure, jamais plus 1940, voilà le cri silencieux des patriotes dans toutes les générations qui ont senti ce que représentait l'effondrement que je viens d'évoquer. Mais le temps passe, les souvenirs s'effacent, et on peut se poser la question de savoir si cette
Ce sentiment est toujours présent dans les nouvelles générations. C'est une question qu'on doit se poser légitimement. Ce n'est pas évident. Un philosophe allemand bien connu, Peter Sloterdijk, a écrit que la dissuasion française n'était que un symptôme contraphobique. Mais moi, je ne le pense pas, parce qu'elle est avant tout un outil politique qui nous permet de faire en sorte que si la France est engagée dans une guerre, comme le rappelait le général de Gaulle, ce soit en effet sa guerre. Avec la fin de la guerre froide, l'implosion de l'URSS, les tentations du désarmement qui se sont fait jour dans les années 1990, mais qui sont toujours présentes, la dissuasion a survécu, elle a subi sa première grande épreuve, mais je voudrais rappeler que après la fin des essais nucléaires, il y a eu un sursaut de patriotisme. Je dirais même avant même l'annonce de la fin des essais nucléaires, il y a eu un sursaut de patriotisme dans nos élites scientifiques. Je pense en particulier à Georges Baléras, qui était à l'époque où j'étais ministre de la Défense, directeur de la division des applications militaires du CEA, puis après lui, Bouchard, d'autres que Delpuech, je crois, Daniel Vervarde et François Galetnikov. Enfin, je dirais que ce sont eux qui ont conçu la simulation. Ce n'était pas du tout évident que la France serait capable de se doter d'une capacité de simulation lui permettant de fabriquer des têtes nucléaires robustes qui prendraient la suite des têtes nucléaires mises au point à la suite de nos essais nucléaires. Je rappelle qu'il y en a eu quand même 88 sous François Mitterrand, c'est-à-dire plus que sous tous les autres présidents. Mais c'est une anecdote. Je passe sur ce sujet. Je vais peut-être glisser un peu vers l'anecdote parce que M. Tertrais m'y a encouragé en me faisant parvenir hier une petite lettre en me disant essayez d'évoquer, si possible, le plus de souvenirs personnels que vous avez. Et au fond, vous ne m'entendrez pas toujours, alors il est bon peut-être que je vous narre comment s'est forgé finalement ce fameux consensus national sur la défense. Consensus national entre la droite et la gauche, avant et après l'accession de celle-ci au pouvoir en 1981. Vous vous souvenez sans doute que Charles de Gaulle, dans son discours de l'école militaire, flétrissait ceux qui parlaient de bombettes ou de bombinettes, alors que lui allait déclarer ouverte la carrière de la dissuasion pour la France. Il faut le reconnaître, la gauche, dans son entier, était hostile à l'arme nucléaire. Et il fallait l'amener à des positions plus réalistes, plus raisonnables, ce qui n'était pas tout à fait évident à l'époque. Je veux quand même rappeler, pour être tout à fait juste, que Pierre Mendès France et Guy Mollet, sous la 4e République, ont pris des décisions très importantes, parce que jamais Gerboise, bleu, rouge, etc., n'aurait pu avoir lieu si, naturellement, la voie des recherches n'avait pas été ouverte par François Mitterrand, et si, sous Guy Mollet, les crédits militaires n'avaient pas été mis en place. D'ailleurs, il y avait un premier plan qui existait déjà depuis un certain nombre d'années, dont les moyens ont été multipliés, de sorte que la première bombe atomique française a pu exploser à Reagan en 1960, suivi de 3 autres jusqu'à la fin de 1961. Alors, je veux rappeler cela, de même que je pourrais rappeler que Frédéric Joliot a apporté beaucoup à l'effort du CEA jusqu'à sa révocation, parce qu'il était communiste et qu'on était au début de la guerre froide. Mais cela a provoqué, je dirais, certains désarrois, peut-être même quelques retards. Ça n'a pas empêché notre effort de se développer quand même. Alors, je veux simplement évoquer un épisode qui est celui de la bannière dont le Parti socialiste a fini par acquiescer à la dissuasion alors qu'il était vent debout contre. Comme vous le savez peut-être, le congrès d'Épinay est le congrès
par lequel le Parti socialiste s'est adapté aux institutions de la Ve République. Il a désigné comme premier secrétaire François Mitterrand, qui allait être son candidat à l'élection présidentielle, prédésigné. Et cela par la conjonction de trois forces, les amis de François Mitterrand, qui n'étaient pas nombreux, la Convention des institutions républicaines, ce qu'il faut bien appeler la droite de la SFIO, c'est-à-dire, ils n'étaient d'ailleurs pas vraiment à droite, mais enfin, ils étaient considérés comme tels, Gaston Defferre et Pierre Mauroy, et puis ce qu'on appelait la gauche du Parti socialiste, le CERES, le Centre d'études, de recherche et d'éducation socialiste que j'animais. Or, le CERES était quelque chose d'assez bizarre, c'était un think tank composé d'anciens élèves de l'ENA qui revenaient d'Algérie, de polytechniciens, et qui étaient tout à fait ralliés aux idées du général de Gaulle. Nous avions vécu la fin de la guerre d'Algérie, nous savions que l'Algérie devait devenir indépendante, et nous approuvions la modernisation de la défense de la France qui allait consister à la doter d'une arme nucléaire. Nous avions suivi naturellement le discours de l'école militaire et d'autres choses encore. Donc nous étions, on peut le dire, nous étions gaullistes. Nous étions gaullistes, mais nous étions dans le Parti socialiste, immergés pour le faire venir sur une ligne différente, la ligne d'union de la gauche. Le congrès d'Épinay nous l'avait permis, car nous avions porté François Mitterrand au pouvoir puisque nous faisions la balance, mais sur une ligne qui était celle du programme commun, qui serait négocié sur la base d'un programme socialiste dont François Mitterrand m'a chargé. Sans peut-être avoir beaucoup réfléchi à la question, mais c'est moi qui ai élaboré un programme qui s'intitulait « Changer la vie ». Alors, dans l'avant-projet de programme, j'avais introduit 3 options, car tout se faisait assez démocratiquement. Devant le comité directeur du Parti socialiste, il y avait le développement de la dissuasion, il y avait son maintien en état, qui était une chose assez ambiguë, mais volontairement ambiguë, puis il y avait sa liquidation. Le comité directeur ayant délibéré, il n'est resté que 2 options, la liquidation et le maintien en état. Donc, on ne savait pas très bien ce que ça voulait dire, mais enfin, sur cette base-là, le CERES et Charles Hernu ont fait jonction. Charles Hernu était l'homme que François Mitterrand avait désigné pour suivre les questions militaires. C'était un fidèle, et puis il se flattait d'y connaître quelque chose. Alors, au sein de la commission défense du Parti socialiste, qui relevait de mes prérogatives en tant que secrétaire national du programme, il y avait Charles Hernu, il y avait Jacques Hunsinger, qui était ensuite ambassadeur en Israël, il y avait plusieurs personnes. Il me semble que le général Fricot-Chagnot était quelquefois amené à contribuer. Et puis, nous développions une association d'anciens officiers de réserve, puisque nous l'étions, qui s'appelait curieusement le Coran. Le Coran, eh oui. Convention des officiers de réserve pour l'armée nouvelle. L'armée nouvelle, c'était notre sésame, ouvre-toi, puisque c'était le titre du livre de Jaurès consacré aux affaires militaires qui mettait l'accent sur l'importance de la cohésion nationale. Donc, un peu de temps s'écoule. Après une défaite au présidentiel, à une autre, assez courte d'ailleurs, aux élections législatives, François Mitterrand, de par la logique des situations sur laquelle nous comptions, en vint à penser qu'il ne pouvait pas être président de la République s'il n'avait pas une position, je dirais, plus réaliste sur les questions de défense. Et il a commencé à dire on ne peut peut-être pas noyer la force de dissuasion comme un petit chien. J'ai entendu dire ça. Donc, une convention nationale sur la défense a été organisée en 1978. C'est Jean-Pierre Cotte qui défendait la position traditionnelle des socialistes et la position novatrice, si je puis dire, qui impliquait ralliement à la dissuasion, toujours sous une formulation un peu bizarre, maintien en état. On ne savait pas s'il fallait quand même la développer pour la maintenir pertinente ou si on la figeait dans un immobilisme qui aurait conduit à sa ruine. Mais enfin, cette formulation a été adoptée par une majorité du Parti socialiste. Il y avait toujours le CRS qui faisait quand même le quart des mandats, et puis il y avait les amis de François Mitterrand, et puis tous les leaders du parti qui étaient au parfum, si je puis dire, et qui savaient que François Mitterrand souhaitait que la dissuasion soit conservée, c'est-à-dire Defferre, Mauroy, quelques autres. Donc, la majorité s'est prononcée pour la dissuasion.
Voilà, 1978, donc 80 arrive, François Mitterrand est élu, comme vous le savez, et très rapidement, les choses continuent comme avant, c'est-à-dire même un peu plus, puisqu'on met sur pied la TN 75 dans ces années-là, et Charles Hernu devient ministre de la Défense, vous ne l'avez pas oublié. Il le reste jusqu'en 1985. Il est remplacé alors par Paul Quilles, mais les élections arrivent et c'est André Giraud qui lui succède. Alors j'ai oublié de vous dire une chose, c'est que pour en arriver là, il a fallu convaincre mon ami Georges Sarr, qui dirigeait les postiers socialistes, qui fournissait les bataillons de militants qui votaient pour le CRS. J'ai dû le convaincre, mais je dirais, j'ai gardé le souvenir quand même d'un vrai corps à corps, que la dissuasion était juste, qu'elle était la garantie de la paix et de l'indépendance de la France. Et quand je l'ai eu convaincu, tout ça est devenu possible. Bon, je ferme cette parenthèse rétrospective et j'en reviens à l'épisode de la cohabitation. André Giraud, ministre de la Défense, auquel j'ai succédé, mais à l'époque, François Mitterrand jouait sa réélection et la dissuasion est devenue d'une certaine manière un élément du débat, car François Mitterrand contestait le S-4, qu'on a appelé vulgairement, si je puis dire, le missile à roulette. François Mitterrand ne voulait pas qu'il soit déployé sur nos routes. Quoi, me disait-il, vous voyez un camion Danone dans lequel les gens suspecteraient qu'il y ait caché un missile, mais ce serait la fin du consensus. Ça se discute, mais c'était la thèse de François Mitterrand. En fait, je pense qu'il fallait un peu de grain à moudre, mais heureusement, le Premier ministre Jacques Chirac avait supprimé l'ISF, l'autorisation administrative de licenciement. Il avait donné comme ça du petit bois à mettre sur le feu pour une campagne électorale. Et François Mitterrand en était arrivé à dire, sur ces questions, quand on l'interrogeait sur la dissuasion, eh bien, la dissuasion, c'est moi. C'était très surprenant dans la bouche de celui qui critiquait la bombinette une dizaine d'années auparavant, ou une quinzaine d'années auparavant. Mettre les choses. Mais François Mitterrand avait son idée. Il disait aussi « Le plateau d'Albion est la pointe de diamant de la dissuasion nucléaire française ». Alors, il me prenait souvent en confidence, sachant que j'allais devenir ministre de la Défense, moi je l'ignorais encore, et je lui dis « Pourquoi ? Pourquoi est-elle la pointe de diamant de la dissuasion française ?» Ça ne me paraissait pas du tout évident. Et il m'a répondu, eh bien parce que si une puissance hostile attaque le plateau d'Albion, eh bien cette puissance aura signé son agression et méritera une riposte foudroyante. Alors, c'est une thèse. Il y a peut-être d'autres manifestations de l'hostilité, mais je n'ai pas poussé plus loin ma curiosité. Je me suis contenté de cette explication. Alors, j'en viens un petit peu à la suite. Je deviens ministre de la Défense. Je suis tout à fait à mon aise parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais partisan de la dissuasion. Donc, j'ai fait une plongée avec l'amiral, avec l'inflexible. Je suis allé à Mururoa. Enfin, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai signé les ordres qu'il fallait signer pour continuer à développer la force de dissuasion, alors qui comportait la composante stratégique, à la fois aéroportée et sous-marine. Le plateau d'Albion existait encore, et il y avait la composante dite tactique au temps du président Giscard d'Estaing, qui avait théorisé la bataille de l'Avent, ce qui d'ailleurs avait fait l'objet d'une querelle à l'intérieur même de la majorité de l'époque, puisque Jacques Chirac n'était pas d'accord avec ce concept de la bataille de l'Avent, qui ne lui paraissait pas très gaulliste, en tout cas pas conforme à la doctrine de la dissuasion. Alors nous avons appelé les armes tactiques armes pré-stratégiques, puis ensuite, un peu sous la pression de François Mitterrand, j'ai théorisé l'ultime avertissement. C'était quand même pas évident parce que nous étions en train de remplacer les Plutons par des Hadès. Les Plutons étaient des chars chenillés, qui tiraient à 80 km, donc ça ne pouvait être que du côté de la frontière franco-allemande, tandis que les Hadès avaient des pneus, avaient une portée de 400 km,
pouvait sur les autoroutes allemandes faire 300 ou 400 km en 24 heures. Par conséquent, pouvait intervenir beaucoup plus loin. J'en étais partisan. Et c'est seulement après mon départ, en 1991, dans des conditions qui relèveraient d'un autre colloque, que les HADES ont été progressivement d'ailleurs abandonnés. On les a retirés du service, une partie, puis ensuite on les a plus ou moins déclassés. Enfin, ils ont disparu de la circulation. Alors, j'ai évidemment pas suivi mon papier, ce n'est pas très grave. Et puis est arrivée évidemment la chute de l'URSS. Il y avait eu auparavant un certain nombre de traités que j'avais suivis assez près, le 2+4, le traité de 1990, qui prévoit notamment que l'Allemagne n'a pas accès aux armes nucléaires, bactériologiques et chimiques, et puis que les forces sont plafonnées à des niveaux. Alors c'est un autre traité, FCE, Force sur les traités, les armes conventionnelles. Donc voilà, ce sont les traités qui accompagnent la fin de la guerre froide. J'étais à mon banc, puisque j'avais été réélu député, quand j'entends le Premier ministre, Pierre Bérégovoy, dans son discours d'investiture, annoncer le moratoire des essais nucléaires. Alors là, j'étais estomaqué et je dois dire furieux. Je ne comprenais pas comment on pouvait, de manière unilatérale, renoncer à nos essais nucléaires. Alors ce moratoire a été suivi quelques années plus tard par une renonciation totale en 1996, après qu'aient été effectués les derniers essais permettant la mise au point de la simulation. Mais en 1992, j'étais scandalisé parce que je voyais très bien que nous étions à la veille des élections législatives et que c'était une concession faite, je crois, à Brice Lalonde, qui cornaquait les écologistes. Ça me paraissait quand même un peu fort. C'est vous dire que tout est toujours fragile. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Enfin, pour finir. C'est une des raisons qui m'a amené à m'écarter un peu du Parti socialiste. Enfin, il y en avait d'autres. Donc je ne vais pas épiloguer. Pour terminer, je vais vous parler de l'avenir. L'avenir du consensus sur la dissuasion ne me paraît pas aussi assuré que je l'ai entendu dans la bouche de Bruno Tertrais, pour lequel j'ai beaucoup de considération, mais moi, je suis quand même un homme politique et j'entends quelquefois, ou je vois, ou je lis, par exemple une tribune libre qui est apparue dans Le Monde il y a quelques années, sous la signature de 2 anciens premiers ministres, d'un ancien ministre de la Défense, d'un ancien chef d'état-major de l'armée de l'air, demandant que la France fasse les premiers gestes. Et la France ne peut pas aller plus loin. Nous sommes dans une position de stricte suffisance. Nous avons maintenant moins de 300 têtes contre 600. Quand j'ai quitté le ministère de la Défense, il y avait 600 têtes. Et maintenant, nous sommes à moins de 300. Et les Américains et les Russes conservent des milliers de têtes, je ne sais plus combien. À un moment, ils en avaient 12 000 chacun. Alors évidemment, il y a un certain effet de péremption, parce que les armes vieillissent. Enfin, ils en ont plusieurs milliers. Enfin, c'est vraisemblable. En tout cas, les traités, dont j'ai oublié le nom, c'est pas START, ou dont c'est, prévoient qu'ils en ont un peu plus de 1000, me semble-t-il, de part et d'autre, en état, déployés. Ça veut dire qu'il y a ceux qui ne sont pas déployés, mais qu'on pourrait déployer. Donc il y en a davantage. Donc nous sommes vraiment au taquet, je dirais, dans une situation minimaliste. Le budget, d'autre part, je vois les engagements que nous avons pris, les difficiles économies budgétaires qui sont faites, et je sais qu'il y a une bosse budgétaire à absorber de plusieurs milliards pour mettre en œuvre le renouvellement de la dissuasion. Et cela sans éviction, bien entendu, pour nos forces conventionnelles, dont je sais que beaucoup de militaires s'inquiètent. Mais il faut faire les deux à la fois. Alors heureusement, nous sommes sur la trajectoire. J'attends de voir pour y croire. Je suis comme saint Thomas.
Nous sommes sur la trajectoire des 2% de PIB pour l'effort de défense. Nous n'y sommes pas. Mais le budget de 2018 est quand même substantiellement amélioré, puisque je crois que la masse des crédits a augmenté de 1,8 milliard, ce qui n'est pas négligeable. Mais il va falloir continuer pour mettre à niveau nos forces conventionnelles, puis ensuite pour assurer le lancement et la construction du SNLE 3G à partir de 2020, le nouveau sous-marin lanceur d'engins, qui entrera en service vers 2030 et les poussières, et qui restera en service pendant presque une cinquantaine d'années. C'est donc que nous parlons pour un temps que nous ne verrons pas. Enfin, peut-être les plus jeunes d'entre vous. Moi, certainement pas, mais nous travaillons sur le long terme. Il faut absorber le missile M151-4 à partir de 2022. Et enfin, il faudra faire des choix structurants pour le renouvellement de la composante aéroportée. Il s'agit du type de missile hypervéloce qui remplacera la SMP-A, et puis la question de l'avion porteur, de l'aéronef qui soutiendra ce missile, qui sera probablement plus lourd que la SMP-A, et plus volumineux. Donc, ça suppose qu'on y réfléchisse longtemps à l'avance. Il y a vraiment nécessité de proportionner toutes les choses pour maintenir effective la dissuasion. Alors d'autres disent encore, mais le terrorisme contourne la dissuasion. Ce raisonnement ne me convainc pas, parce qu'il y a dans le monde arabo-musulman beaucoup d'États qui pourraient un jour glisser vers l'islamisme radical, et qui sont au seuil ou qui ne sont pas loin du seuil, ou qui même l'ont dépassé, par exemple le Pakistan. Mais je dirais que des pays comme l'Iran sont au seuil, des pays comme l'Arabie saoudite et la Turquie voudraient certainement le rejoindre, et l'Égypte, etc. D'où la nécessité de maintenir ferme le traité de non-prolifération et de faire appliquer ces dispositions avec fermeté. D'autant plus qu'on le voit avec la Corée du Nord, il y a toujours des effractions qui peuvent se produire et qui nous laissent relativement démunis, car quand un pays parvient à se doter d'armes nucléaires, bien, il est extrêmement difficile d'agir à son encontre. J'ajoute que je suis très profondément interpellé par le saut technologique qu'il a fallu faire à la Corée du Nord pour se doter de missiles balistiques ayant une portée de près de 10 000 km. On me dit que ce sont des complexes ukrainiens qui ont été démantelés et à partir desquels on voit très bien le genre de trafic qui peut se créer. Ça mérite au moins une enquête. La France est aujourd'hui la seule puissance nucléaire sur le continent. Je vais conclure là-dessus. Je pense que la question se pose. Alors, M. Bruno Tertrais a dit que les présidents de la République avaient toujours eu une conception un peu frileuse, verbalement. J'essaye non pas de me mettre à leur place, mais de penser à leur place. Je pense qu'il y a quand même de bonnes raisons pour cela. Le concept de dissuasion élargie veut simplement dire que le président de la République, qui peut être le seul décideur, parce que la dissuasion ne marche que s'il y a un décideur. En ce sens, la phrase de François Mitterrand, Louis XIVienne, la dissuasion c'est moi, a un sens. Mais on ne peut pas négocier une dissuasion élargie avec d'autres chefs d'État. Il faudrait se mettre d'accord, envoyer les Sherpas, enfin tout ça n'a pas de sens. Donc il faut que la décision reste nationale. Au président de la République d'apprécier si les intérêts vitaux sont élargis. D'ailleurs, Jacques Chirac s'est déjà exprimé sur ce sujet, Nicolas Sarkozy aussi, François Hollande probablement, enfin j'en suis pas sûr à vrai dire, mais il a toujours été partisan d'un comportement minimaliste. Mais faut-il critiquer le minimalisme? Moi je crois que sur ces sujets, il ne faut pas trop parler. Et je ne pense pas qu'il faille en dire beaucoup plus, parce que la dissuasion française contribue à la sécurité européenne. Il va nous falloir chercher un équilibre de sécurité européenne. Nous avons un conflit gelé dont notre intérêt n'est pas qu'il perdure en Ukraine, pour des raisons qui nous ont d'ailleurs largement échappé, qui montrent un certain manque de réflexion, un certain manque de capacité d'anticipation. Donc,
il me semble que pour la préservation du consensus qui s'est forgé autour d'elle, nous ne devons pas dire de la dissuasion beaucoup plus de choses que ce que nous pouvons en dire. C'est une dissuasion qui reste nationale. Et le décideur reste le président de la République qui apprécie naturellement les intérêts vitaux du pays. Et récemment, le président de la République s'est exprimé parlant de l'OTAN, parlant d'une force européenne. Mais évidemment, la contribution de la France reste spécifique, puisque, comme vous le savez, nos forces nucléaires ne sont pas incluses dans le comité des plans nucléaires de l'OTAN et ne doivent pas l'être, pour des raisons évidentes qui tiennent au désarmement. Si nous commettions l'erreur de mettre la dissuasion française dans le comité des plans nucléaires de l'OTAN, nous serions évidemment beaucoup plus vulnérables à ceux qui veulent encore et toujours nous pousser vers un désarmement qui n'aurait pas de sens et qui ruinerait l'effort de génération de patriotes que je veux saluer parce qu'il y en a beaucoup dans la salle. Et je sais l'effort qu'ils ont fait depuis très longtemps pour continuer à faire en sorte que la France dispose de l'arme ultime qui garantit son indépendance. La dissuasion dépend de la persistance du patriotisme français dans les nouvelles générations. Ce n'est pas forcément gagné. Encore que les très jeunes que je vois, ceux qui ont entre 20 et 30 ans, me paraissent infiniment mieux disposés que la génération libérale libertaire qui a précédé. J'ai le sentiment qu'il y a un sérieux pour l'avenir qui me rassure. Voilà. La dissuasion a été, est et sera la fille de l'esprit de résistance du peuple français. Monsieur le ministre, je vous ai déjà remercié avant votre intervention, mais je voudrais vous adresser encore un double remerciement. D'abord pour nous avoir permis ainsi d'être la passerelle intellectuellement parlant entre le passé que nous avons évoqué depuis ce matin et l'avenir, puisque vous avez parlé de l'avenir, et puis aussi d'avoir bien voulu évoquer, je vous en remercie, de quelques souvenirs personnels. Donc, encore une fois, un triple remerciement du coup. Je passe maintenant la parole à l'amiral Charles-Édouard de Coriolis, je l'ai présenté tout à l'heure, et je ne savais pas qu'il y avait eu ce contact qui remonte à quelques années maintenant entre Jean-Pierre Chevènement et Charles-Édouard de Coriolis, donc je suis très heureux de les faire passer l'un après l'autre, mais je rappelle encore une fois que l'amiral a eu des responsabilités politiques ou politico-militaires plutôt, et qu'il n'a pas été simplement un exécutant ou un opérateur de la dissuasion, mais il a aussi contribué à penser la dissuasion et à côtoyer les plus hautes autorités à cet égard. Donc Charles-Édouard, je te remercie d'avoir accepté et je te passe la parole. Alors, merci beaucoup Bruno. D'abord, merci de m'avoir fait signe pour participer à ce panel, et je suis très honoré de parler juste après vous, Monsieur le Ministre, qui, comme vous l'avez rappelé, avait embarqué sur l'Inflexible Rouge en 88. C'était mon premier départ en patrouille en tant que chef de service missile, et je vous avais fait visiter le système d'AM4, et on s'était retrouvés autour d'une tuyère de missiles dans un fond de tube. Donc c'est un souvenir qui est très fort en moi, très prégnant, parce que c'était la première manifestation pratique de l'implication du pouvoir politique dans la dissuasion. Et je n'ai jamais oublié ce moment très fort. Parce que de quoi s'agit-il quand on parle de SNLE ? Et je voudrais un peu vous faire partager les lignes directrices qui étaient les miennes quand je commandais la force océanique stratégique et les forces sous-marines. Alors un SNLE, c'est très simple, c'est la base spatiale de Kourou, en plongée et propulsée par une centrale nucléaire. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on voit que c'est un succès des architectes navals, car ils ont réussi à mettre dans la même coque trois domaines de haute technologie qu'il a fallu coordonner, alors non seulement en patrouille, mais surtout pendant les périodes de maintenance. Alors, comme l'a dit tout à l'heure Patrick Boureille, il a parlé de mission et de moyens. Je commencerai par le chef. Alors, le chef, c'est bien sûr le président de la République. Le ministre Jean-Pierre Chevènement nous a bien expliqué comment avait fait François Mitterrand. Mais pour moi, c'était extrêmement important vis-à-vis des équipages de pouvoir leur dire, quand ils parlaient en patrouille, il y a eu une continuité de l'action gouvernementale depuis le général de Gaulle. Et donc,
partaient sans avoir crainte d'un changement, et en particulier pour ceux qui faisaient la soudure au moment des élections. Car quel que soit le président que vous retrouvez en rentrant, vous aurez les mêmes lignes directrices. Alors, cet engagement se manifeste bien sûr par la parole présidentielle, et je peux vous dire que tous mes homologues étrangers, américains, anglais, allemands, enfin, et anglais et américains surtout, nous enviaient d'avoir un président qui librement expliquait le concept de la dissuasion nucléaire de façon publique. Si vous regardez, le président Obama a fait un seul discours, c'était le discours de Prague, qui n'était pas vraiment dans le sens de la continuité. Les premiers ministres britanniques en parlent très peu. Nous avons cette chance d'avoir un président qui s'implique et qui, je dirais, un peu sort ses tripes sur la dissuasion nucléaire et avec cette continuité d'action gouvernementale. Et puis, bien sûr, le président Hollande et le président Macron ont tous les deux été électroyés sur le Terrible à 5 ans d'intervalle, à son retour de patrouille. Alors, je sais que le commandant du Terrible est là, et donc je salue son action et je suis très content qu'il prenne la relève. Voilà, donc un des éléments importants, si vous voyez bien, c'est l'importance de la chaîne de commandement et donc de la garantie de transmission de l'ordre présidentiel, car finalement, on parle de 2 forces nucléaires, mais s'il n'y avait pas de transmission, il n'y aurait pas de dissuasion. Alors finalement, qu'est-ce que nous, on fait là-dedans? Et avec le chef d'état-major de la Marine, l'amiral commandant Lafoste, sont responsables justement devant l'autorité politique de s'assurer que cette composante est en ordre de bataille et que si cet ordre d'engagement devait nous parvenir, nous serions en mesure de l'appliquer, quelles que soient les circonstances. Il ne s'agit pas d'entraînement, nous sommes toujours en opération, car en matière de dissuasion, nous n'avons pas d'alliés. Et ça, c'est important, c'est-à-dire, je me rappelle dans les années 80-90, il y avait des sous-marins soviétiques, des sous-marins d'attaque soviétiques qui pullulaient partout. Il y avait des bâtiments d'enseignement soviétiques qui nous attendaient à la sortie de Brest, et il fallait se diluer dans l'océan malgré toutes ces contraintes. Alors, le chef d'état-major de la Marine a également des responsabilités dans la force aérienne nucléaire, mais dont la responsabilité organique était en dehors de mon périmètre de commandant des forces sous-marines. Alors, j'ai 3 petits points, et je voudrais commencer par le premier, et vous parler des équipages des forces sous-marines, car c'est vraiment, quand je ne dormais pas en tant que commandant des forces sous-marines, c'était à cause des problématiques de ressources humaines. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais au début de la dissuasion, on a eu besoin d'un chargement d'uranium hautement enrichi pour le prototype à terre à Cadarache. Et donc, on avait demandé aux Américains, et le Congrès américain avait demandé à l'amiral Rickover si les Américains pouvaient nous délivrer ce chargement. Et l'amiral Rickover avait dit, bien sûr, les Français ont tout à fait la capacité technologique de construire un sous-marin nucléaire lanceur d'engins, mais jamais ils n'auront la ressource humaine capable de les armer. Et donc je suis heureux de vous dire que ça fait 50, 60 ans qu'on fait mentir l'amiral Rickover, mais que ça n'a pas été sans mal. Donc quand on parle de force sous-marine, on parle de 2400 sous-mariniers. Vous voyez, 16 équipages, les équipages de SNA, sous-marin nucléaire d'attaque, et les équipages de SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Je ne fais pas de distinction parce que ce sont les mêmes. Et pour moi, il est important qu'ils aillent de l'un à l'autre. Et donc, M. Bello nous parlait ce matin d'indépendance. Et ce qui nous permet cette indépendance nationale, ce qui nous permet cette dissuasion, c'est justement ces équipages. Et je tiens à dire que pour trouver ces 2400 sous-mariniers, il faut aller les chercher avec les dents dans toute la France. Donc, on arrive quasiment au maximum de ce qu'on peut faire aujourd'hui avec notre format. Un équipage de SNE, bien sûr, se caractérise par sa cohésion et par son obéissance consentie. Tous les mots sont importants à mettre en œuvre sur décision du président de la République, cette arme terrifiante. Et c'est bien une question que chaque commandant doit se poser avant de partir. Si ça devait m'arriver, qu'est-ce que je ferais? C'est vrai pour lui, mais c'est aussi valable pour l'équipage. Et à cette obéissance, il faut rajouter la volonté de se plier au sacrifice, d'être totalement déconnecté du monde et de sa famille pendant plusieurs mois. Alors, ça paraît facile, mais aujourd'hui, quand on a 20 ans, on regarde le nombre de barres qu'on a sur son portable, et en dessous de 3, on est très mal à l'aise. Là, il s'agit de 0 pendant 70 jours. C'est un métier à la fois très technique, mais aussi un métier de travail en équipage. Chaque personne a sa place. Et j'ai connu en particulier la période des années 90, 90-2000, où il était très difficile de motiver les équipages, car nous étions dans l'époque des dividendes de la paix. Donc vous voyez que pour
pour armer ces équipages, eh bien, il s'agit de recrutement, de formation et surtout de fidélisation pour des personnes qui sont âgées en moyenne de 27-28 ans, avec une pyramide d'âge plutôt en forme de cheminée qu'en forme de pyramide. Donc sur un SNLE, vous avez 115 personnes, 75 sur un rubis et un peu moins sur les barracudas. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est au-delà de la masse critique, mais quand je dis masse critique, qui est quelque chose qui doit être familier pour les atomiciens, c'est une notion qui est très difficile à expliquer au niveau des ressources humaines. Parce qu'en fait, on ne peut l'expliquer que quand on tombe, quand on chute. Quand ça nous est arrivé dans les années 2000, ou dans les années 2000, on a dû fermer 2 équipages sur 10 sur les sous-marins nucléaires d'attaque parce qu'il nous manquait quelques atomiciens. Et les forces sous-marines ont eu besoin de 8 ans pour remonter ces 2 équipages. Donc vous voyez la fragilité, hein, cette force est très belle, mais elle a cette fragilité RH. Donc nous mettons en œuvre bien sûr une politique individualisée pour accueillir les volontaires et les convaincre de poursuivre des formations difficiles et exigeantes requises. Surtout, elles sont non seulement difficiles et exigeantes, mais il y a des questions de protection du secret qui sont extrêmement importantes. La nature même de la mission constitue en soi un facteur d'adhésion des équipages, et c'est bien la détermination sans faille de notre pays qui a permis cet effort continu dans le temps de tous les acteurs. Ce résultat remarquable ne peut être obtenu sans un investissement sans réserve de tous les échelons, du plus petit au plus élevé, qui tous trouvent leur engagement commun dans la détermination du chef de l'État. Le deuxième point que je voulais évoquer avec vous, qui est toujours aussi un point difficile, c'est la relation entre invulnérabilité et permanence à la mer. La permanence à la mer est toujours un sujet délicat parce que de cette permanence découle le format. Mais pourtant, elle répond à un concept qui est très simple, qui est de faire peser une menace sur un adversaire éventuel à tout moment et en tout lieu. Et elle fonde la crédibilité du dispositif vis-à-vis de l'adversaire, tant du point de vue de nos capacités techniques que de notre détermination. Et donc, c'est le couple d'illusion-mobilité dans les océans qui permet de se garantir de la menace d'une frappe par un adversaire potentiel. Alors, c'est effectivement, en général, on nous dit, bon, c'est vrai, les Américains ont une double permanence à la mer, Atlantique et Pacifique. Les Britanniques ont aussi une permanence à la mer. Nous tenons la permanence à la mer depuis 1972. Alors, les Russes ont abandonné cette permanence à la mer. Alors, ils ont été plutôt contraints de l'abandonner, même s'ils disent aujourd'hui qu'ils ont l'intention de la reprendre, et sur les 2 façades, Vladivostok et Mourmansk. Mais la contrainte des Russes aujourd'hui, c'est d'avoir déployé un sanctuaire autour de Mourmansk. Et vous avez sans doute entendu parler du concept de A2AD, donc Anti-Access Area Denial, qui leur fait implanter des moyens, et en particulier de défense antimissile très importante. Alors, depuis 1989, la vie était assez simple pour un militaire jusqu'en 89. Il y avait la mission, il y avait les patrouilles. Et je me rappelle, en 89, j'étais sur le Casabianca. Mon commandant, c'était à l'époque le capitaine de corvette Rogel, aujourd'hui à l'EMP. Et on avait pisté des Victor en Méditerranée. Et on est rentré à quai en novembre 89. Et en novembre 89, quand j'ai regardé pour la première fois la télévision depuis plusieurs mois, j'ai vu que le mur de Berlin était en train de tomber. Et là, je me suis dit, on a pris des risques importants pour aller pister ces sous-marins soviétiques. Et aujourd'hui, personne ne m'avait dit que le mur était en train de tomber et qu'il allait se passer quelque chose. Alors, on ne savait pas très bien ce qui allait se passer, mais on savait qu'il allait se passer quelque chose. Voilà. Donc, et puis ces surprises stratégiques, on peut les décliner en 2001, en 2008, etc. En 2014 pour la dernière, avec ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, si cette permanence n'était plus assurée et qu'en cas de menace directe, nous devions faire apparier un SNLE de l'île Longue, non seulement nous aurions besoin de déployer des moyens très importants qu'on n'a sans doute plus, mais surtout, cette permanence permet aux politiques de conserver sa liberté d'action puisqu'il n'a pas à donner le premier ordre. En effet, en l'absence de permanence, donc cet appareillage impromptu pendant une crise pourrait être interprété comme un signal stratégique qui pourrait parasiter le message politique et qui pourrait amener un adversaire potentiel à tenter de neutraliser notre outil.
Alors, elle protège aussi l'équipage de toute influence extérieure. Vous savez que quand on est à la mer, en patrouille, on est coupé du monde. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il arrive des malheurs à notre famille. On ne sait même pas s'il arrive des malheurs dans le monde. Et l'amiral Rogel dit souvent qu'il était à la mer le 11 septembre 2001 et qu'il avait gardé ça pour lui, pour tout le reste de la patrouille, et que ça avait été un secret assez lourd à garder, compte tenu, il avait bien compris l'importance de ce qui allait se passer après. Et puis aussi, elle fixe un seuil vis-à-vis de nos industriels, un niveau d'exigence qui ne tolère aucune impasse, tout comme pour les moyens de soutien. Donc elle fixe un seuil d'excellence opérationnelle et soutient la crédibilité de la mission en interne parmi la population des sous-mariniers. Donc c'est pour moi, la permanence dans la mer est vraiment un élément clé de la crédibilité de notre dissuasion. C'est bien le concept qui impose la posture et non pas la posture qui dicte le concept. Précisons cependant que la permanence à la mer ne signifie pas tenir en permanence un stade d'alerte élevé. Il ne faut pas faire il n'y a pas de bijection entre les deux. On peut très bien détendre le stade d'alerte et être en permanence à la mer. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous et dont on a parlé ce matin, la deuxième clé, c'est la puissance. Et la puissance, elle repose bien sur le soutien industriel. Parce que nous ne serions rien si on n'avait pas derrière nous le CEA et Areva, si on n'avait pas derrière nous Ariane Group, si on n'avait pas derrière nous Naval Group. Et cette relation, elle est très importante. Naval Group, avant DCNS, avant DCN, avant DCAN, construit des sous-marins depuis 120 ans maintenant, voire un peu plus. Et c'est extrêmement important, cette relation avec nous. Car personnellement, après 27 000 heures de plongée, je n'ai jamais eu peur à bord d'un sous-marin. Et il est important que ça demeure comme ça. Même après mars 1994, quand on a eu l'accident sur l'Émeraude, on a eu une campagne de contrôle technique très important et on avait été le premier sous-marin à réappareiller avec le ministre de la Défense qui était à l'époque M. Léotard, qui avait tenu à plonger avec nous après cet accident sur l'Émeraude. Donc, ce maintien en conditions opérationnelles permet d'assurer la disponibilité des sous-marins et de maintenir la confiance des équipages dans la sûreté de leurs bâtiments. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, le Ruby, admis au service actif en 1983, est toujours en service actif 34 ans plus tard et rend toujours des services très importants. Donc vous voyez l'investissement que l'État, que la nation a fourni pour ces sous-marins-là. Il y a un retour sur investissement qui est extrêmement important. Voilà, alors je n'ai pas cité tous nos industriels, il y a bien sûr aussi Thales, il y a tous les sous-traitants, mais tout ce travail de la Délégation générale pour l'armement autour de la base industrielle et technologique de défense européenne. Alors, et je vais finir par là, je vais vous parler des projets d'avenir parce que c'est extrêmement important dans l'argumentaire pour développer, pour soutenir la dissuasion, d'avoir un projet d'avenir. D'ailleurs, pour les Américains, et on est tous classés, vous savez, les Anglais, les Français, et, toutes les forces sous-marines sont classées, et vous avez une colonne qui est renouvellement. Et nous, la France, on est vert parce que justement, on a ce projet de renouvellement dans les deux composantes, c'est-à-dire et toutes les parties de cette composante. C'est quelque chose qui me frappait toujours quand j'allais à la pyrotechnie de Genvenez, c'est que les gens alors à l'époque c'était Astrium, aujourd'hui c'est Ariane Group, mais qui nous disaient c'est le missile M4 qui a tiré Ariane 4 vers le haut, qui a permis à Ariane 4 de partir, mais c'est bien Ariane 5 qui a tiré vers le haut le M51. Et quand j'interrogeais les techniciens d'Astrium à l'époque, ils me disaient j'arrive de Kourou ou je repars à Kourou, c'était les mêmes parce que les équipements étaient les mêmes. Et donc pour moi, la perspective d'Ariane 6 a été donc une excellente nouvelle. Comme a été une excellente nouvelle aussi la modernisation, le renouvellement, et le président Jacques Godefrin a parlé de modernité et souveraineté. Donc la pérennisation des forces, où nous avons une nouvelle génération de sous-marins nucléaires d'attaque qui arrive en 2020, et après, entre 10 et 15 ans plus tard, le futur SNLE. Vous voyez que les Américains, les Anglais et nous, on fait l'un puis l'autre. Les Russes et les Chinois, ils font les deux en même temps. Donc ça veut dire qu'ils donnent, ils engagent un potentiel dans leur renouvellement, dans leur modernisation de la force sous-marine qui est plus important que le nôtre. Voilà, je dirais un petit mot sur les infrastructures à terre. Et l'île Longue, c'est vraiment un cas d'école.
L'île Longue, quand on voit les photos de la construction de l'île Longue, ça a été fait, c'est sorti, je dirais, des pâturages en 3 ans. C'est sorti un peu avant 70, et donc ça n'a jamais arrêté. Et le président Mitterrand nous avait augmenté la posture jusqu'à 3 SNLE à la mer. Donc c'était une usine à fabriquer des sous-marins disponibles. On avait 21 jours, tout compris, pour récupérer le bateau et repartir sans discuter, quoi qu'il arrive. Et donc, effectivement, on a tiré sur l'île Longue, sur le potentiel de l'île Longue, et on a fait, sans jamais arrêter l'activité opérationnelle. On ne peut pas imaginer de dire, eh ben, l'île Longue, on va l'arrêter pendant 1 mois et on va s'occuper des infras. Donc, il faut toujours conserver cette posture opérationnelle et puis maintenir en condition le matériel de l'île Longue et l'adapter aux besoins futurs. Et donc, ça, c'est un combat qu'on oublie, qu'on a mis de côté volontairement pendant les années 90, 95, 2005 et qu'on est en train de rattraper aujourd'hui, mais ça augmente la facture bien sûr totale. Voilà, j'ai quelques points pour vous parler de mon métier passion, car c'était vraiment un métier passion. Et je suis encore une fois très content de saluer les membres de l'équipage de Terrible qui sont ici et qui vont repartir bientôt à la mer en patrouille, et je leur souhaite bonne chance. Merci beaucoup, cher Édouard, d'avoir apporté un témoignage extrêmement complémentaire de celui de Jean-Pierre Chevènement et d'avoir également ajouté une dimension personnelle à ce témoignage en accent sur les aspects à la fois militaires et aussi industriels. Donc je te remercie d'avoir rappelé tout ça. Entre l'échelon politique et l'échelon opérationnel, il y a aussi l'échelon politico-militaire. Jean-Claude Malek, que j'ai déjà présenté, donc je t'ai présenté en ton absence, donc je ne vais pas te représenter, mais je crois que j'imagine que tu pourras en particulier témoigner de cette dimension politico-militaire, de l'indépendance, de l'autonomie stratégique, et peut-être, si tu le souhaites, y ajouter quelques éléments personnels. Merci beaucoup. Félicitations à tous ceux qui ont préparé ces journées, ce colloque, dont on voit bien la richesse et l'intérêt. Alors, on m'a demandé de parler de l'indépendance nationale et de la dissuasion nucléaire, donc c'est ce que je vais essayer d'illustrer. D'abord, peut-être en vous rappelant un peu le contraste, où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport au lancement de l'aventure de la dissuasion au début de la Ve République. Et à travers cette question, la dissuasion au départ, telle que la conçoit le général de Gaulle, qui d'ailleurs ne s'appelle pas la dissuasion au départ, et puis ce que ça devient et comment aujourd'hui ce concept et cet élément de notre stratégie a une pertinence, puisque c'est une question qui revient régulièrement dans les débats. Et effectivement, on voit des glissements, et heureusement d'ailleurs, heureusement qu'il y a eu une adaptation, et si j'ai un témoignage un peu plus personnel à apporter, ce sera justement sur cette phase d'adaptation, en particulier au tournant des années 90. 2000. Au démarrage, le souci du général de Gaulle, si vous regardez les écrits, les déclarations qu'il fait, c'est simplement que la France dispose de toutes les armes de la puissance. Toutes les armes, ça veut dire, quand il s'exprime à l'école de guerre ou au début de la Ve République, au début de son mandat, ça veut dire avoir toutes les armes, et toutes les armes, ça veut dire aussi avoir les armes nucléaires. C'est un raisonnement assez simple. Ce n'est pas un raisonnement de stratégie du faible au fort, etc. Ça viendra après, ça. Ça viendra dans la théorisation avec Poirier, avec le livre blanc de 72, avec l'école française de la dissuasion, qui est une école très particulière, très spécifique, qui a son autonomie. Et donc, c'est avoir toutes les armes. Je veux avoir toutes les armes de la puissance, parce qu'aujourd'hui, il y a des armes de destruction qui peuvent être tellement puissantes qu'il n'y en a aucune autre qui peut résister à cette capacité militaire. Et moi, responsable politique, chef de l'État, chef du gouvernement d'abord, chef de l'État ensuite, je veux que la France en dispose. Je veux que la France en dispose parce que si elle n'en dispose pas, elle ne sera pas indépendante. Et donc on est sur un axe absolument clair. La détention de l'arme nucléaire est indispensable parce qu'il faut que les armées françaises aient la puissance maximale et qu'elles ne puissent jamais, ni dans ce domaine-là, ni dans d'autres, être menacées dans son indépendance et donc le pays dans sa souveraineté. Donc il y a un lien extraordinairement étroit entre les deux, et qui est d'abord une décision de doter nos armées de cette capacité parce qu'elle est indispensable. Elle fait partie de la panoplie des grandes puissances. Et si je ne l'ai pas,
je serai soumis au chantage des grandes puissances. Et c'est ça le point de départ. Avec ensuite tout ce qui a été dit, je pense déjà, et ce qui a été dit ce matin, sur l'histoire. Et donc, sur la page, je ne sais pas si ça a été dit déjà, c'est le pouvoir politique qui va imposer, y compris imposer aux armées, la détention de cette capacité. Parce que l'amiral de Coriolis a décrit un monde qui est celui d'aujourd'hui, mais qui est le fruit d'un effort et qu'il a fallu imposer. Il a fallu en effet prendre les décisions sur l'île Longue, prendre les décisions sur le lancement des travaux sur les missiles stratégiques. Il y avait très peu de monde à ce moment-là. Il y avait un petit bureau à la délégation générale pour l'armement qui travaillait sur des planches pour savoir comment est-ce qu'on allait concevoir les futurs missiles. Et je ne parle pas de la direction des applications militaires du CEA qui pourrait en dire encore plus. On est parti de quelque chose d'un peu artisanal et puis c'est devenu une industrie. C'est devenu effectivement tout ce qui a été décrit. Et le résultat que vous a décrit l'amiral de Coriolis, c'est le résultat d'années et d'années, et aussi d'efforts financiers, de ressources que la nation a consenties, et de ressources à la fois humaines, technologiques, etc., qui ont donné ces résultats, qui ont permis en quelques années de construire cette force de dissuasion. Et on est là au fondement de la Ve République, c'est-à-dire qu'il y a encore une fois un lien extrêmement étroit entre la conception du président de la République, qui est Charles de Gaulle, sur l'indépendance qu'il veut donner au pays, l'indépendance de sa politique étrangère. Et donc, il y a un lien entre la capacité de dissuasion nucléaire et l'indépendance de la politique étrangère, et aussi, bien sûr, les fondements de sa politique de défense. Et c'est d'ailleurs après le départ du général de Gaulle, en 1972, dans le livre blanc de 1972, qu'on fait la théorie de la dissuasion, et que la théorie de la dissuasion, qui va être aussi exprimée ensuite comme étant la théorie du faible fort, c'est-à-dire une petite capacité capable de nous permettre de tenir tête à n'importe quel État, du fait de la puissance destructrice de n'importe quelle arme nucléaire. C'est cette théorie, elle vient après, et à ce moment-là, effectivement, en 1972, avec un petit goum de rédacteur, Michel Debré fait la théorie complète de la dissuasion nucléaire et de la stratégie de défense de la France, qui part de l'arme nucléaire et qui va jusqu'aux soldats conscrits volontaires. Et la description du livre blanc de 1972 là-dessus est absolument fulgurante. Il décrit aussi d'ailleurs la manœuvre d'ensemble des forces françaises face à l'ennemi, non explicitement désigné, mais qui est clairement à l'époque le pacte de Varsovie. Et donc tout cela forme un ensemble extrêmement cohérent. Et tout cela aurait pu voler en éclats si, avec la fin de la guerre froide, et d'ailleurs il y a eu des tentatives pour remettre en cause le choix de la dissuasion nucléaire. Et en effet, c'est paradoxalement un président socialiste qui s'était farouchement opposé à l'origine, au départ, avant d'être président de la République, à la dissuasion nucléaire, qui va en être l'un des meilleurs défenseurs, qui va d'ailleurs gagner des batailles politiques homériques à l'époque. Rappelez-vous la bataille des euromissiles, et c'est François Mitterrand, effectivement, qui était l'un des premiers détracteurs de la dissuasion nucléaire, rallié dans les conditions que vous a expliquées Jean-Pierre Chevènement à l'instant, qui va être l'un des meilleurs défenseur de la capacité nucléaire, j'allais dire occidentale, ce qui est un mot qui ne plairait pas sans doute au ministre, mais qui va être effectivement l'un des meilleurs défenseurs de ce qu'est la dissuasion et de la façon dont la France peut en faire un instrument de sa politique et de sa souveraineté, y compris de sa souveraineté en matière de politique étrangère. Cela veut dire indépendance maximale, la capacité à créer cet outil, à le faire vivre, ensuite à le manœuvrer comme ça a été décrit. Ça pourrait être décrit également pour les forces aériennes stratégiques et également, bien sûr, pour tout ce qui était jusqu'à la fin, jusqu'à l'abandon des forces tactiques, ce qui était les Plutons, puis les successeurs Hadès. Donc, on a cet ensemble-là, cette vision de l'indépendance avec une politique étrangère qui y est attachée. Et évidemment, quand le bloc soviétique explose, lorsque l'Union soviétique s'affaisse, lorsque on change complètement de monde dans les années 90 avec la chute du mur de Berlin, alors se pose la question, est-ce que la dissuasion, telle qu'elle a été théorisée en 1972, est encore valable? Et c'est François Mitterrand qui va piloter la première expression de la nouvelle doctrine de défense française
après la chute du mur de Berlin, dans le livre blanc de 1994, avec une période d'ailleurs de cohabitation. C'est assez curieux d'ailleurs de voir que, quand on prend un petit peu de recul, les deux périodes importantes de cohabitation ont été assez fructueuses pour l'évolution de notre politique de dissuasion et de notre discours sur la dissuasion. D'abord en 1994, donc il fallait faire la théorie de l'après-guerre froide, ce qu'on a fait, j'y reviens dans un instant. Et ensuite, un peu plus tard, avec Jacques Chirac, lorsqu'il faudra prendre en compte le fait que nous ne sommes plus face à un bloc soviétique, nous ne sommes plus dans un face-à-face entre deux blocs qui structurent l'ensemble des rapports de force internationaux. Nous sommes dans autre chose, nous ne sommes plus non plus forcément et exclusivement dans une relation du faible-fort pour faire fonctionner la dissuasion, mais nous avons ce qu'on a appelé pudiquement des scénarios plus divers, des menaces plus diverses, parce qu'il faut prendre en compte le risque de la prolifération, parce qu'il faut prendre en compte d'autres types de pertinence de la dissuasion. Et c'est ce dans quoi nous sommes aujourd'hui. Et donc le travail qui sera fait, amorcé avec beaucoup de prudence par le président Mitterrand et développé avec beaucoup plus, entre guillemets, d'audace par le président Chirac, ça nous a fait modifier doucement, d'une part, le discours sur la dissuasion, et d'autre part aussi, les qualités, les capacités et les caractéristiques attendues opérationnellement des armes nucléaires et de leur gestion. On est passé on a parlé tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de la dissuasion du faible au fort. On était face à un bloc. Nous avions donc une capacité massive, et que cette capacité massive demeure, mais néanmoins, nous avons été amenés, et nous en avons fait la théorie, à faire évoluer les différents types de planification que nous avons pour les armes nucléaires, de façon à s'adapter à un système dans lequel ce n'était pas simplement un face-à-face, un bloc à bloc, avec un ennemi totalement prédéterminé, mais au contraire, une indétermination de ces deux situations, une indétermination, une incertitude sur le type d'adversaire, et une plus grande variété des types de menaces pouvant atteindre quoi? Le territoire national, la population française, ou le fonctionnement, le cœur du fonctionnement de la République. Donc c'est cela le point. Donc on aura eu, effectivement, ça a été dit tout à l'heure, la chance d'avoir des présidents de la République successifs qui s'autorisent à exprimer leur vision. Et on peut vous dire que ça a été un travail à chaque fois. Il y a plusieurs des auteurs de ces textes qui sont ici dans cette salle. Ça a été à chaque fois extrêmement précis de voir comment on pouvait faire évoluer le texte, comment on pouvait faire évoluer le langage de la dissuasion de façon à l'adapter et à le laisser adapter. Et je pense que c'est un travail assez important pour les experts, pour le dialogue d'État-État, pour le dialogue de la dissuasion. C'est un travail aussi très important pour le rapport avec la représentation parlementaire. Car il est indispensable, et je suis très heureux que Jean-Jacques Bridet vienne, je crois, tout à l'heure, qu'il est indispensable qu'il y ait un dialogue entre le pouvoir exécutif et la représentation parlementaire pour consolider en permanence la relation entre le pouvoir qui détient l'arme nucléaire et le pays. Et ça passe notamment par le dialogue avec le Parlement, et par le vote du Parlement qui finalement vote les crédits et va voter effectivement les projets de renouvellement qui ont été évoqués aussi bien par Jean-Pierre Chevènement que par l'amiral Coriolis. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui peut changer un petit peu? Un élément tout à fait important. À partir du moment où nous ne sommes pas menacés forcément du coup de tonnerre dans le ciel bleu, je crois que c'était ça l'expression qu'on utilisait à une certaine époque, c'est-à-dire concrètement la pluie de missiles soviétiques débarquant contre les pays de l'Alliance Atlantique, et que c'est plus tout à fait ça. Qu'est-ce qui a changé? Un des points importants des textes les plus récents, auxquels je vous renvoie, c'est la nécessité pour la France d'être en mesure de résister à un chantage. On a parlé tout à l'heure de capacité d'interdiction. La liberté d'allure que nous confère la dissuasion, la liberté de décision, la liberté d'appréciation et de décision, elle est en partie liée à notre détention de l'arme nucléaire. Nous ne voulons pas, et là je pense qu'il y a un très grand consensus droite-gauche, en tout cas dans mon expérience, les 2/3 de l'hémicycle, au minimum, ou les 3/4, sont sur cette ligne, que personne ne veut être dans une telle situation qu'une puissance dispose de moyens nucléaires susceptibles de nous menacer d'anéantissement, de frapper nos intérêts vitaux, comme disent les textes canoniques,
Et donc, nous devons pouvoir disposer d'une capacité à résister à un chantage. Et ces chantages étatiques, on reste dans des dialogues d'État à État, demeurent, comme vous le savez, au coin de la rue, une possibilité aussi bien aujourd'hui que demain. Deuxièmement, on a glissé, on parle d'indépendance nationale dans le titre de notre table ronde, on a glissé vers l'autonomie stratégique. Et donc, un des principes cardinaux de la politique de défense aujourd'hui, et de notre politique étrangère, c'est bien de garantir l'autonomie stratégique. Et vous voyez qu'il y a une petite nuance. Certains diraient un peu d'affadissement, peut-être une petite dégradation, parce que, effectivement, notre indépendance, au sens le plus strict, auquel l'entendait peut-être le général de Gaulle, n'est plus aujourd'hui peut-être aussi radicale qu'elle n'a été. Il y a un certain nombre de domaines dans lesquels, y compris dans le domaine de la défense, nous coopérons. Nous avons ouvert des marges de coopération avec nos partenaires européens, et je dirais que également avec nos partenaires américains, dans un certain nombre de domaines, nous coopérons. Nous conservons un noyau central d'indépendance et d'autonomie quasi absolue, mais nous avons un certain nombre de marges dans lesquelles nous voulons pouvoir avoir notre capacité autonome de décision, capacité autonome d'action, mais c'est pas forcément, elle n'est pas totale sur l'ensemble du spectre des actions ou des opérations. Donc on a néanmoins garanti, et ça c'est une constante de ces 20 ou 30 dernières années, garanti que notre effort de défense devait pouvoir maintenir l'autonomie stratégique en toutes circonstances. Et dans les clés de l'autonomie stratégique, et vous pouvez voir ça sur les 30 dernières années, la dissuasion est évidemment la première des capacités qui nous donne cette possibilité de conserver à la France son autonomie stratégique. Et cette capacité-là, comme vous le savez, elle est quasi unique en Europe, elle est partagée avec les Britanniques, elle n'est partagée par aucun autre État européen. Donc c'est une caractéristique importante et qui est un atout important dans la construction du projet européen, comme vous le savez. Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est la valeur d'entraînement global de l'effort de dissuasion. L'amiral Coriolis, je crois, y a fait allusion tout à l'heure. Pour pouvoir lancer un missile nucléaire depuis la profondeur des eaux océaniques, il faut avoir développé des capacités technologiques, avoir un outil industriel, disposer d'un outil de maintenance et avoir les ressources humaines exceptionnelles qui ont été triées sur le volet, entraînées et qui effectivement sont déployées jour et nuit, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, dans les mers, mais aussi dans les airs, et aussi à terre, pour ce qui concerne toutes les structures de commandement, les transmissions, le reste. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est assez exceptionnel que la France soit capable d'avoir cette capacité. Il faut avoir les laboratoires de la direction des applications militaires qui sont capables, et c'est les seuls en Europe, avec un peu les Britanniques, je dis un peu par taquinerie pour nos amis britanniques, de dialoguer avec Livermore ou tout autre grand laboratoire américain, qui sont capables de mobiliser les ressources de la physique nucléaire et bien sûr des calculs massivement parallèles ou toute autre technologie qui interviennent aujourd'hui dans la simulation des armes nucléaires, qui sont capables à partir de ces moyens-là, et on pourrait parler longuement aussi de lasers, qui sont capables de reproduire un certain nombre de tests qui permettent effectivement aujourd'hui d'avoir une programmation du renouvellement de nos armes nucléaires et de tout ce qui va avec. Et je dirais aussi, non seulement le système propre des forces nucléaires, c'est-à-dire l'arme nucléaire et son porteur, le missile, mais aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire les avions, les frégates, les sous-marins, qui ne sont pas tous des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Et c'est cet ensemble-là. Et cet ensemble-là, il y a une force d'entraînement d'ensemble sur l'ensemble de notre politique, de nos moyens de défense, de nos armées. Donc à la fois au plan technologique, au plan militaire, au plan des ressources humaines, on a un système qui est premièrement très cohérent, deuxièmement extrêmement protégé à l'intérieur du périmètre, notamment financier, de la défense, et troisièmement qui en fait a un effet d'entraînement sur l'ensemble de nos capacités militaires. Enfin, quelques exemples de témoignages, puisque ça a été demandé, très vite, pour illustrer 2-3 choses. Tout d'abord, le président Mitterrand, en 1994,
quand il a laissé, parce que c'était une commission qui était présidée sous l'égide d'Édouard Balladur à l'époque, quand il a laissé se faire le livre blanc de 1994, mais en même temps en donnant des directives, quand il a modifié les textes qui ont été préparés par la commission que présidait Marsolon, j'étais secrétaire de cette commission, n'a touché que deux passages. Il n'a touché que deux passages, un passage sur l'OTAN, parce qu'il avait trouvé un peu excessivement audacieux les quelques phrases qu'il y avait sur l'organisation ou l'évolution future de l'organisation atlantique et surtout de la relation de la France avec l'organisation atlantique. Et puis, l'autre passage concernait le nucléaire. C'est le seul, les notes manuscrites du président Mitterrand sont aujourd'hui au Conseil d'État dans les archives de cette commission, parce qu'elle se trouve au Conseil d'État pour des raisons bizarres et historiques. Donc, il touchait. Donc, ça veut dire que l'attachement du président Mitterrand au langage de la dissuasion, à ce qui était exprimé par lui-même dans des discours ou par des documents officiels français, était tel que c'est sur ces points-là qu'il a porté son attention quand il a validé en Conseil de défense le livre blanc de 1994. Deuxième petit témoignage, les deux portant, deuxième et troisième, pardon, je serai très court, portant sur la présidence de Jacques Chirac, qui a été clé dans l'évolution de notre dissuasion. Elle a été clé car en réalité, il en a défini le format pour pas mal de temps. Il a supprimé la composante terrestre qu'il estimait surannée, contrairement au raisonnement que présentait François Mitterrand, ou plutôt il a estimé que ce raisonnement n'était plus valide sur la dissuasion, la pointe de la dissuasion étant à Albion. Il a fait deux choses, le président Chirac, sous le contrôle de ceux qui le connaissent encore mieux que moi et qui sont ici dans cette salle. La première chose, c'est qu'il a décidé de moderniser notre langage sur la dissuasion et il a, avec Lionel Jospin, animé une réflexion qui n'a jamais été, je crois, présentée publiquement, ou peut-être un peu dans les livres savants. Il a animé avec Lionel Jospin une réflexion, donc, je dirais bipartisane, puisqu'on était en période de cohabitation, avec un petit nombre de personnes, mais qui n'étaient pas exclusivement les spécialistes de la dissuasion, pour examiner si, précisément, après le livre blanc de 1994, validé par François Mitterrand, et alors que lui-même prenait une décision de reprise des essais nucléaires, je vais y venir dans un instant, et décidait qu'il fallait à la fois maintenir la dissuasion, mais en même temps lui donner ces lettres de noblesse, je dirais, de l'après-guerre froide, pardon. Donc il a animé cette réflexion avec l'aide de l'amiral Delaunay, chef d'état-major particulier, l'aide d'Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, et d'un certain nombre d'experts et de hauts fonctionnaires, d'Alain Richard, qui était ministre de la Défense, et Lionel Jospin comme Premier ministre, qui a un petit peu forcé sa nature pour accepter de rentrer dans ce jeu d'une modification du langage et d'une modification du concept, et en fait, derrière, d'une modification d'un certain nombre de capacités que nous avions dans le domaine de la dissuasion. Et donc, il s'est impliqué personnellement sur cette évolution, précisément parce qu'il estimait nécessaire de moderniser, d'adapter nos capacités et notre stratégie à la nouvelle donne stratégique qui, comme je l'ai indiqué, obligeait à une diversification de la réflexion sur l'utilité et la pertinence de l'emploi de l'arme nucléaire. Ça a ensuite donné lieu à des instructions données par le chef de l'État et répétées ensuite par les présidents de la République qui lui ont succédé, adressées au chef d'état-major des armées. Et juste dernière petite référence, je peux témoigner avec au moins une personne dans cette salle de la façon dont les essais nucléaires ont été repris en 1995 et qui témoigne assez bien de ce qu'est l'implication du président de la République, dont l'article 5 de la Constitution dit qu'il est garant de l'indépendance nationale, des traités, etc. La reprise des essais nucléaires, elle s'est décidée dans la cuve du Centre opérationnel interarmé à l'époque. On disait le COIA, c'est ça, amiral ? Nous étions en réunion avec le ministre de la Défense de l'époque, le chef d'état-major des armées, qui était l'amiral Langsad, et nous travaillions sur la relance de nos opérations en Bosnie, autre sujet majeur de cette année, 1995. Et donc nous sommes dans le bureau du chef du CPCO, et le téléphone sonne, la ligne directe sonne, c'est l'amiral Langsad qui décroche.
Et il a au bout du fil Jacques Chirac, président de la République. Donc nous voyons l'amiral rectifier légèrement la position au bout de la ligne. Et nous entendons dire oui, bien, merci, oui, monsieur le Président, ce sera fait. Et donc Jacques Chirac venait de dire, nous allons reprendre les essais nucléaires, il faut que vous me prépariez un dossier dans 3 jours sur la reprise des essais nucléaires. Donc c'est juste pour vous dire le type de relation. Donc c'était directement une décision prise par le Président de la République, adressée au chef d'état-major des armées, qui était heureusement ce jour-là par hasard entouré aussi du ministre de la Défense, et qui a permis effectivement, qui a lancé effectivement la machine qui a lancé l'ultime séquence des essais nucléaires. Je crois pouvoir dire, sans trahir excessivement des secrets, dans cette enceinte, en présence des représentants de la direction des applications militaires du CEA, que je crois que la France peut être reconnaissante au président de la République d'avoir pris cette décision qui nous a permis effectivement d'assurer la transition entre le monde avec essais nucléaires et le monde sans essais nucléaires. Et tout cela précisément pour pouvoir préserver notre indépendance nationale sur le long terme. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jean-Claude. Ce témoignage était extrêmement complémentaire des deux autres. Nous sommes pile à l'heure. Monsieur le Président Bridet est arrivé. Est-ce que vous nous permettez de prendre 5 minutes pour une ou deux questions ? Je vous en remercie vivement. Donc nous allons peut-être avoir moins de temps que ce que j'espérais, mais je ne pouvais pas évidemment couper ces interventions passionnantes pour le débat. Je vais proposer de prendre 1, 2 ou 3 questions, mais qui seront extrêmement brèves, s'il vous plaît, et qui seront de préférence posées par des gens qui n'ont pas encore eu l'occasion de poser des questions. Donc j'ai monsieur, est-ce que j'en ai d'autres, si vous voulez bien apporter un micro? Est-ce que j'ai d'autres questions? Allez-y, je ne veux pas décourager le débat, pas du tout, mais je ne voudrais pas non plus coincer l'emploi du temps d'un certain nombre de gens après cette réunion. Oui, merci. Oui, monsieur. Donc, allez-y, monsieur. Et ensuite, monsieur Robert Venot, on a commencé la journée en employant le mot atomique et on la termine en employant le mot nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, ce sera assez simple. On va prendre l'autre question tout de suite. Je vais regrouper les 2 ou 3 questions qu'il y aura et je proposerai pas troisième question là-bas. Deuxième, c'est monsieur ici. Troisième là-bas. Merci, bonjour, Bernard Tadeoni. Voilà, il me semble qu'il y avait un simulateur de bombe nucléaire vers Bordeaux. Ça existe toujours? Là aussi, je crois que la réponse sera assez simple à donner. Nous la donnerons. Et monsieur... Donc Frédéric Tostin, croyez-vous que la France aurait pu garder sa capacité de dissuasion sans le consentement des États-Unis, et je pense d'un point de vue notamment technologique avec les avions ravitailleurs, et aussi certains équipements se trouvant dans les centres de transmission de la marine? Merci beaucoup. Y a-t-il une dernière question? Parce que les 2 premières vont être très rapides dans leurs réponses. La troisième est peut-être plus au cœur du sujet. Non? Oui, monsieur Lalanne. Ah, enfin, un anti-nucléaire. Merci Bruno enfin. Tertrais. Non, moi c'est une question à vous tous. C'est quel est le plan B si la dissuasion ne marche pas? Merci Dominique. Alors la première question, je donne la parole successivement à tous les intervenants, mais la première parole atomique nucléaire, la première question atomique nucléaire peut-être Charles-Édouard. La deuxième question, je me permets d'y répondre tout de suite. Oui, le CESTA, dont le nombre de représentants sont présents physiquement ici, pourront témoigner de leur existence et de son existence. C'est une installation majeure du CEA et c'est pas seulement un laser d'ailleurs. Voilà. Voilà. Je vais passer la parole successivement aux 3 intervenants, mais je crois que je me permets de mettre l'accent sur les 2 dernières questions. La première, la France aurait pu... C'est une vraie question politique, je trouve, au cœur de notre sujet. Est-ce que les réticences américaines à la construction, à l'édification de la force de dissuasion française, dans quelle mesure ont-elles été un obstacle? Est-ce que la France a-t-elle ou aurait-elle pu concevoir la dissuasion en opposition aux États-Unis? Et puis la question peut-être plus à la fois très lapidaire, laconique, mais très intéressante aussi, à laquelle il y a plein de manières de répondre, de Dominique Lalanne sur et si la dissuasion, entre guillemets, ne marchait pas, pour reprendre votre expression. Monsieur le ministre, peut-être? Oui, je pense que pour l'essentiel, la France a su se doter des moyens nécessaires au fonctionnement de cette dissuasion. Alors peut-être les avions ravitailleurs ont été achetés aux États-Unis, mais les États-Unis
voyait plutôt ce que la dissuasion française apportait à la dissuasion globale de l'Alliance. Il y a une déclaration qui date de 1974. Je crois que les avions ravitailleurs ont été achetés avant. Mais je pense que, du point de vue des États-Unis, il était impossible d'empêcher la France de se doter d'une dissuasion. Ils y voyaient plutôt leur avantage, et à juste titre en plus, ils connaissaient l'orientation globale de nos gouvernements. Nous étions membres de l'Alliance Atlantique, donc je pense que la coopération allait relativement de soi. Maintenant, la dissuasion ne marche pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le terrorisme peut contourner la dissuasion. Bien entendu, on ne prétend pas dissuader une attaque terroriste. Ça, il faut forcément trouver d'autres ripostes, qui sont essentiellement policières et sociétales, en tout cas sociales, ou de politique étrangère. Mais je pense que la dissuasion ne s'applique pas à tout. Elle s'applique à une attaque frontale contre nos intérêts vitaux. Elle nous permet surtout de garder l'indépendance de notre politique, de ne pas être entraîné dans une guerre qui ne soit pas la nôtre. On voit aujourd'hui qu'il y a un déplacement vers l'Asie des arsenaux atomiques, on peut dire ça, ou des arsenaux nucléaires. Moi-même, je finis par ne plus savoir. Mais disons que, bien évidemment, l'Asie devient un continent très dangereux. Il peut se passer beaucoup de choses avec le comportement de la Corée du Nord, sa rétroaction sur le Japon, l'inquiétude que ça ne peut pas manquer de soulever en Chine, et peut-être même aux États-Unis. Donc, certains évoquent la possibilité que certaines puissances se dotent d'armes nucléaires qui, en théorie, leur sont interdites. C'est le cas du Japon. Je pense que nous sommes entrés dans une ère de relative instabilité. Donc il faut que le gouvernement de la France défende d'abord les intérêts de la France, et plus largement de l'Europe, si on considère par extension que l'Europe fait partie, enfin jusqu'à un certain point, de nos intérêts vitaux. Jusqu'où? Moi, je ne sais pas, je lis les articles du président de la Lituanie dans le Monde. Je ne me sens pas forcément d'accord avec lui, et je n'aimerais pas que la diplomatie française soit l'otage de la Lituanie ou de n'importe quel autre pays qui, pour des raisons historiques que je peux comprendre, considère qu'il y a un ennemi désigné qui est la Russie. Je pense qu'il y a des menaces qui viennent d'ailleurs, qui sont pour nous beaucoup plus préoccupantes. Et qu'au contraire, nous devons chercher à établir un équilibre de sécurité au niveau le plus bas possible, mais il sera quand même relativement élevé compte tenu des moyens dont dispose la Russie. Mais enfin, il y a un équilibre à établir en Europe, et par conséquent, je pense que l'autonomie de décision du président est quelque chose de fondamental. La dissuasion, c'est moi, disait François Mitterrand. Merci, Monsieur le ministre. Charles-Édouard. Oui, moi, je vais juste dire un peu sur l'aide, sur la volonté ou pas des Américains de nous aider. Moi, j'ai un exemple très précis, c'est quand on a construit le Redoutable. Alors, c'est pas moi qui l'ai vécu, on me l'a raconté. On était très embêtés par la miniaturisation des centrales inertielles de navigation, qui sont des éléments très importants pour l'invulnérabilité des SNLE. Et donc, la DGA avait envoyé des ingénieurs aux États-Unis parce qu'ils n'arrivaient pas à miniaturiser. Et à un moment, ils s'arrêtent dans le bateau et ils voient une énorme boîte. Ils disent, mais c'est quoi ça? Mais ça, c'est la centrale inertielle de navigation. Et donc ils sont rentrés en France, ils ont dit arrêtez tout, c'est plus la peine de miniaturiser, même les Américains n'y arrivent pas. Donc vous voyez, c'est sans doute sur des éléments comme ça où on gagne du temps et de l'argent. Mais de toute façon, on l'aurait eu. Donc ça, c'est pour la volonté des Américains. Maintenant, sur atomique ou nucléaire, je dirais, atomique pour moi, c'est plus des sciences physiques, une théorie. D'ailleurs, on voit bien, c'est l'école des applications militaires de l'énergie atomique. Mais par contre, quand on rentre dans la partie industrielle, quand on rentre dans la partie opérationnelle, c'est la propulsion nucléaire navale, c'est l'énergie nucléaire d'EDF. Voilà. Il y a une autre manière de le dire, c'est que nucléaire, c'est quand on s'adresse au noyau de l'atome, et que dès lors qu'on est dans le noyau de l'atome, on est dans les phénomènes physiques et des sciences qui ne sont pas du tout... Je regarde le directeur des applications militaires, voici ça va? Je
dis pas de bêtises. Voilà. Enfin, le nucléaire, c'est quand on s'adresse au noyau de l'atome, c'est un peu plus difficile que quand on parle de l'atome tout seul. Mais le citoyen français ou l'expert même parfois utilise ces deux termes de manière interchangeable, même si théoriquement, scientifiquement, ils ne sont pas exactement interchangeables. Voilà. Jean-Claude ? Non, je voudrais juste dire un petit mot sur qu'est-ce qui se passe si ça marche pas. Alors, d'abord, il y a des cas dans lesquels, de toute façon, c'est pas fait pour marcher. C'est ce qu'a dit tout à l'heure très clairement Jean-Pierre Chevènement. Concrètement, la dissuasion nucléaire, ça fait partie d'un rapport de force d'État à État. C'est pas fait, en effet, pour dissuader des attaques, fussent-elles sur le territoire national ou la population française. Ça n'est pas l'objet. L'objet, c'est le rapport de force interétatique. Et l'objet, c'est dissuader la guerre générale. C'est ça l'objectif, pour reprendre des expressions qui ont été utilisées d'ailleurs par François Mitterrand, si ma mémoire est bonne, au début de son mandat. Plus grave est qu'est-ce qui se passe si effectivement nous sommes confrontés à un monde dans lequel l'usage de l'arme nucléaire devient effectif. C'est-à-dire qu'on a un début de guerre nucléaire ou d'emploi de l'arme nucléaire. Là, je pense qu'on passe tout simplement, on bascule dans autre chose. On basculera dans une autre ère. Je ne sais pas vous dire s'il y a un plan. Et à ce moment-là, je pense quand même qu'il vaudra mieux être détenteur de cette capacité que de ne pas pouvoir y avoir accès. Et donc c'est ça la seule chose qu'on puisse en dire. Mais c'est clair que si aujourd'hui on avait une effraction par rapport à la règle, une espèce de règle qui est universellement admise jusqu'à présent, qui est qu'on n'emploie pas l'arme nucléaire, et qu'à partir de là, les uns et les autres sur la scène internationale se positionnent, s'il y a une infraction par rapport à cette règle, clairement, on bascule dans autre chose. C'est la justification numéro 1 du traité de non-prolifération de 1968 et de la lutte contre la prolifération. C'est qu'on sait bien que si plusieurs États, cette question est très souvent posée au ministre de la Défense, je dis ça au pluriel, pourquoi y a-t-il des États privilégiés en 1968 ? On a arrêté la liste des nombres, le nombre et la liste des pays détenteurs légalement au plan de la légalité internationale, au sens du traité de non-prolifération, aux 5 puissances qui avaient effectué des essais avant, je ne sais plus la date exacte qui figure dans le traité, mais concrètement, ça s'arrêtait à la Chine. On l'a fait parce que la nature déstabilisante de l'arme nucléaire est telle que si elle se répand, alors effectivement, on rentre dans une autre chose, dans une autre logique, et que le risque que l'arme nucléaire soit considérée, comme on l'a dit dans la doctrine française, comme une arme de bataille, et que ça devienne une arme d'emploi, pour reprendre ces expressions qui ne sont pas tout à fait justes, mais peu importe, si on rentre dans l'emploi de l'arme nucléaire, alors concrètement, on change d'univers. Et donc là, on n'a pas, comme vous évoquiez, de plan B, mais on peut avoir effectivement une réflexion sur ce que seraient ces situations. Et on voit bien que l'art de la guerre serait totalement bouleversé. La stratégie que nous devrions inventer, et pas seulement nous, elle serait évidemment totalement différente, avec ce risque de ce que plusieurs États, successivement, les uns après les autres, décident, et ils en ont les moyens, comme ça a été dit, je crois, tout à l'heure, de se doter de l'arme nucléaire. Donc on serait dans un autre monde, un autre univers stratégique. Merci. Ça ferait en tout cas un vrai sujet de colloque entier. Merci à tous. Merci Monsieur le Ministre. Merci Amiral. Merci cher Jean-Claude. Et je demanderai maintenant à Monsieur le Président Jean-Jacques Bridet, Président de la Commission de la Défense nationale et des Défenses armées, de bien vouloir rejoindre la tribune pour conclure notre belle journée de réflexion. Bonsoir à toutes et à tous. J'ai l'impression, en écoutant les derniers propos de cette 4e table ronde, d'avoir devant moi non seulement toute l'histoire de notre dissuasion, mais aussi tous les grands acteurs, les grands décideurs qui ont vécu certaines grandes périodes justement de cette politique d'indépendance, d'autonomie, la politique de stratégie et de dissuasion.
c'est toujours usage pour un discours de clôture d'un colloque de procéder à des remerciements. Je vais en faire 2 seulement, en direction de Bruno Racine, de la Fondation de la Recherche Stratégique, qui, avec ses équipes, a organisé ce colloque passionnant et qui a permis de mettre en évidence justement la profondeur historique de l'aventure de la dissuasion dans notre pays. Et puis, remercier tous les intervenants, les ministres, les directeurs, les officiers généraux qui ont participé et qui m'ont permis d'avoir l'honneur justement de clôturer ces travaux. J'y suis sensible sous 2 aspects. Le premier, c'est que pendant 5 ans, sous la mandature précédente, j'étais le rapporteur du budget 146 des armées, donc les équipements et donc la dissuasion nucléaire. J'étais aussi co-rapporteur d'un rapport qui a paru à la fin de l'année dernière, en 2016, sur les enjeux industriels et technologiques du renouvellement des composantes de notre dissuasion nucléaire. Et donc, pendant ces travaux, aussi bien sur la longueur du quinquennat que sur cette mission, j'ai pu vous rencontrer les uns après les autres pour essayer de vous torturer, pour vous soutirer le maximum d'informations qui pouvaient enrichir nos réflexions parlementaires et nos rapports. En écoutant les dernières interventions, là, on me rappelait une phrase de René Char qui disait « Notre héritage n'est précédé d'aucun testament ». Bien sûr, ce n'est pas le cas de la dissuasion, car l'acte fondateur, vous avez dû le rappeler durant ce colloque, c'est l'effondrement épouvantable de juin 1940 dans notre pays, et c'est bien la volonté qu'une défaite pareille ne devait plus se renouveler dans notre pays. C'était la réflexion du plus jamais ça, et donc l'entrée dans notre crédibilité et donc dans notre dissuasion nucléaire. Car tel est aujourd'hui l'un des enjeux de cette dissuasion nucléaire, qu'elle ne devienne pas seulement un testament, une simple succession dans l'acceptation notariale du terme. Ici, je pense que nous sommes largement convaincus de la pertinence de la dissuasion. Et convaincus d'autant plus que les évolutions actuelles du monde, ils ont été rappelés, renforcent cette pertinence. Ne nous cachons pas le fait que le souvenir de l'acte fondateur de la dissuasion peut s'éloigner et peut s'affadir. Alors on dit que l'opinion publique est favorable au maintien de l'outil de dissuasion. Je le pense aujourd'hui, mais il faut que nous vérifions que cela soit toujours le cas demain, voire après-demain. Nous avons vécu au printemps dernier une campagne internationale à laquelle d'ailleurs nous avons résisté, qui a fait très peu de débats dans notre société, mais qui a quand même abouti à l'adoption d'un traité d'interdiction des armes nucléaires à l'ONU. Et c'était pendant la même période où la Corée du Nord nous faisait la démonstration qu'elle maîtrisait un savoir-faire balistique à longue distance et qu'elle était capable de progrès plus qu'inquiétants sur la technologie de ces armes nucléaires. Voilà un peu la situation résumée. Et faisons attention justement à ce que le débat, et j'y reviendrai tout à l'heure, renforce la conviction de nos concitoyens que la France doit continuer à se doter et à maîtriser sa force de dissuasion. Au fond, le fil directeur de ce colloque m'amène tout naturellement à l'essentiel de mon propos. Indépendance nationale et dissuasion nucléaire, d'hier à aujourd'hui, comme vous le dites, mais j'étendrai à demain et à après-demain. La longue continuité de notre dissuasion, sa capacité à s'adapter, à dépasser les clivages partisans,
sa cohérence exceptionnelle entre l'outil et la doctrine, tout cela n'a pu s'installer et se consolider qu'au travers de la conviction du plus grand nombre de nos concitoyens, je le rappelle, et c'est cet héritage vivant qu'il nous faut entretenir. Pour l'entretenir et pour conforter cette adhésion, je vois deux directions possibles pour cela. La première, pédagogique, qui empruntera la voie de l'industrie et de la recherche, et la seconde aussi, pédagogique mais politique, qui relèvera plus classiquement du débat avec nos concitoyens et du débat entre les forces politiques. Pour ce qui concerne nos capacités industrielles et de recherche, l'héritage, vous avez sûrement dû en parler, est en tout point exceptionnel. La décision de construire une dissuasion n'a pas été prise parce que nous en avions les capacités, ni industrielles ni technologiques. Elle l'a été pour des raisons politiques et militaires, je le rappelais, et après, ce sont les capacités industrielles et technologiques qui ont suivi. C'est un sujet qui me tient à cœur, qui tient à cœur à beaucoup de la communauté de défense, et je pense qu'il était au centre de vos débats. Notre pays a fait le choix de l'indépendance et de l'autonomie en matière doctrinale, mais dans le même temps, il s'est donné les moyens matériels de cette autonomie. Et quand je dis matériel, c'est technologique, industriel, c'est de la recherche, mais aussi du développement. Et les acteurs de cette dissuasion interviennent ainsi sur l'ensemble de la chaîne, la conception, la production, la mise en œuvre, l'entretien, la remise à niveau, on en viendra pour le futur, et bien entendu, le démantèlement. C'est une chaîne qui est complète, qui est cohérente, qui est nécessaire pour justement donner à notre outil de dissuasion toute sa capacité de dissuasion. Cette maîtrise d'ensemble nous place au même niveau de recherche et de technologie que les États-Unis, et comme cela vient d'être souligné, avec des économies de moyens, avec des échelles de moyens qui ne sont pas du tout comparables, avec des coefficients de 1, voire 10, voire 100 d'écart entre les budgets consacrés par les États-Unis ou consacrés par notre pays, mais avec des résultats qui sont identiques. Le rôle structurant de la dissuasion française pour la constitution d'industries de pointe est bien connu ici. Vous le connaissez peut-être mieux que moi, mais je voudrais donner quelques exemples. Le constat de l'effet d'entraînement de la dissuasion au niveau industriel s'applique bien évidemment au passé. On pourrait le démontrer sur la construction navale, sur l'industrie aéronautique et spatiale, qui aujourd'hui tirent leur excellence dans le dual, dans le civil, de la dissuasion nucléaire et des budgets qui ont été consacrés. C'est dire que la dissuasion nucléaire a imposé aux acteurs industriels d'être toujours plus performants et ainsi de maîtriser toujours des technologies de plus en plus complexes. Prenons par exemple, Amiral, vous connaissez ces chiffres par cœur, et les industriels du secteur naval répètent bien, un SNLE, c'est 12 millions d'heures de travail, c'est 1 million de pièces, c'est dans un volume contraint une centrale nucléaire, un centre spatial, une petite ville capable de vivre en autarcie, avec tous les équipements nécessaires pour l'hébergement, la santé, la restauration, le confort, et cela pendant 10 semaines, tout cela concentré dans un cylindre qui fait à peine 150 mètres de long et 14 mètres de diamètre. Comme le disent avec fierté nos ingénieurs, c'est sans doute l'objet industriel le plus complexe au monde imaginé par l'homme. Autre exemple que je cite avec une petite fierté, puisque l'entreprise est dans mon département du Val-de-Marne, c'est l'entreprise Sodern qui a remporté avec les amis d'Airbus le marché lancé par OneWeb pour la fourniture de 1800 viseurs d'étoiles
On parlait des centrales inertielles il y a quelques instants. Ça prouve que la technologie française est une des plus performantes au monde et que cela, ça découle justement de l'expertise que cette société a acquise par la dissuasion nucléaire. De même, monsieur le directeur, les besoins de calcul de la dame du CEVA, dans le cadre du programme de simulation, ont permis la structuration d'une véritable filière industrielle du calcul française. Et aujourd'hui, la société Atos Bull peut s'afficher comme un industriel incontournable du calcul à haute performance et figure parmi les 3 leaders mondiaux de la course à l'escalade, ce qui est à dire des milliards de calculs par seconde, et ce n'est pas fini. Plus largement, la dissuasion bénéficie aussi à une multitude d'entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. Une étude de votre fondation, monsieur le directeur, montrait que, concernant Naval Group, 99% du volume des commandes pour l'activité dissuasion SNLE de cette société était adressé à des fournisseurs installés en France, dans 80 départements de notre territoire métropolitain. Ce sont ces quelques chiffres qui montrent d'abord l'excellence, mais aussi l'effet d'entraînement économique, industriel, de recherche, et bien entendu social, puisque ça concerne l'ensemble de notre territoire, l'ensemble de nos paysages, comme le dit avec fierté le président de la République. Cette diffusion territoriale, on le voit bien, est bien un atout de richesse, de développement, d'avenir pour tous nos territoires. Enfin, le maintien des compétences techniques, comme la robustesse du tissu industriel, repose également sur une exigence, la continuité des plans de charge et le bon enchaînement entre les études, les phases de production, et j'y reviendrai. Comme le soulignait lors d'une de ses auditions le 6 mai 2014, Pierre de Villiers, alors chef d'état-major des armées, nous disait « La dissuasion nucléaire est une histoire qui ne supporte ni les à-coups ni les arrêts ». Et cette question, bien entendu, va inévitablement revenir sur le devant de la scène, et c'est là où j'enchaîne un peu sur le futur, ou l'après-demain, un débat qui va revenir à la faveur des décisions qui devront être prises prochainement dans le quinquennat par le président de la République concernant le renouvellement des 2 composantes de notre dissuasion, et je parle bien entendu des 2 composantes, et je suis sûr que les conclusions de la revue stratégique qui seront arrêtées définitivement le 11 octobre, dans une semaine, et après énoncées par le président de la République, maintiendront bien entendu notre force de dissuasion avec ces 2 composantes pour aéroportée et océanique. Ce débat a certes été tranché dans le débat présidentiel par l'actuel président de la République, mais il faudra quand même qu'il figure dans l'outil de programmation, donc la loi de programmation militaire, qui sera déposée par le gouvernement devant le Parlement au mois de février 2018, et le Parlement devra s'en saisir et l'adopter, j'espère, à une très large majorité, avant l'été 2018, donc dans moins d'1 an. Donc cette LPM sera là pour mettre en œuvre cette décision, et donc sera le renouvellement de notre force de dissuasion sera l'un des piliers importants, essentiels de cette loi de programmation qui verra l'effort de notre pays sur le budget de la défense porté à 2% du PIB. 2% est un effort qui n'a été depuis longtemps pas fait par notre pays et qui est essentiel aujourd'hui, non seulement au regard des menaces et des risques qui grandissent et qui vous sont connus, mais aussi au regard et au vu de renouvellement de toutes nos armées, des équipements de toutes nos armées, aussi bien conventionnelles que, bien entendu, nucléaires. Nous entrons donc dans une phase d'accroissement des budgets consacrés à la défense et à la sécurité intérieure, mais néanmoins, il faudra être vigilant que les décisions prises dans cette loi de programmation soient au bénéfice de l'ensemble des armées, de l'ensemble des 5 piliers que constitue la stratégie
de notre pays en faveur de défense et bien entendu en faveur du pilier de la dissuasion, sans pour autant que ces efforts-là pour le renouvellement de la dissuasion, et ils seront lourds, ne deviennent pas ou n'aient pas d'effet d'éviction, et j'emploie le mot d'effet d'éviction avec des guillemets pour montrer ma prudence, un effet d'éviction qui serait au détriment du conventionnel. Vous connaissez les besoins conventionnels de nos armées, donc je serai avec la Commission vigilant pour que ni l'un ni l'autre n'ait un effet d'éviction sur le second. Et quand je parle du renouvellement de nos deux composantes, c'est un renouvellement quasiment intégral, puisqu'il intégrera un nouveau sous-marin dont les études seront lancées, l'évolution du missile balistique, un nouveau missile pour la composante aéroportée. Il faudra résoudre, bien entendu, la question du porteur aérien, successeur du Rafale, sans compter tout l'environnement des forces nucléaires, et sans oublier, bien entendu, le renouvellement du porte-avions, qui n'est pas dans une composante permanente, mais qui est quand même une force nucléaire utile dans la dissuasion. On mesure donc bien, aisément, la largeur du spectre des compétences scientifiques et technologiques, et bien entendu les budgets qui devront être mobilisés dans la durée pour garantir la crédibilité de la dissuasion sur une période longue. Je rappelle que même si les décisions seront prises dans ce quinquennat, ce seront des décisions dont les équipements seront mis en service dans les années 2035 et suivantes, avec des équipements qui tiendront une quarantaine d'années, donc qui nous portent à un horizon de 2080-2085. L'ancien DGA nous avait dit une fois devant la Commission que c'était cette longueur de temps était comme si les poilus de la guerre 14-18 avaient imaginé dans leurs tranchées le remplacement du Mirage par le Rafale. Vous voyez l'espace-temps qui est dans les décisions qui seront prises dans ce quinquennat pour que notre force de dissuasion soit toujours crédible et que les chefs militaires, les ingénieurs donnent le sentiment au président de la République que la force qu'il a sous son commandement est crédible à 100% et que s'il en a besoin, elle sera efficace à 100%. Alors je disais tout à l'heure que ce besoin budgétaire, ce saut technologique, cette élongation du temps sera nécessaire dans la pédagogie auprès de nos concitoyens, mais aussi auprès des parlementaires. Nous avions organisé avec ma prédécesseur, Patricia Adam, qui avait organisé un cycle, nous avions auditionné pendant 6 mois tous les responsables de la dissuasion pour justement voir comment faire de la pédagogie auprès de nos concitoyens, faire en sorte qu'il y ait dans notre pays une culture du nucléaire. Je crois que nous en avons besoin, nous ne devons pas avoir peur du nucléaire, nos concitoyens ne doivent pas avoir peur du nucléaire, le nucléaire fait partie de notre sécurité et en tout cas, c'est la force même de notre dissuasion, donc de notre sécurité et de notre indépendance. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais dire. Vous parliez de résistance dans l'objet du colloque. Aujourd'hui, résistance depuis 1940, mais aujourd'hui c'est une autre forme de résistance qu'il nous faut entretenir, une résistance qui se fera dans la durée, je viens de le dire, mais une résistance face à la voie douce de la facilité et de l'abandon, face au discours faussement construit et face à une sorte de dictature de l'urgence. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques mots que je voulais vous dire en fin de ce colloque. Merci d'y avoir participé et à très bientôt. Voilà.